Canal 2 International, votre télévision, vous présente Canal Presse. L'actualité à travers le regard de vos différents quotidiens. Bonjour madame, monsieur, bienvenue à Canal Presse. Tout de suite maintenant, on va démarrer avec le sommaire comme tous les dimanches. Détaillé et développé avec Ghislain Pierre et Sono. On se retrouve juste derrière pour le développement. République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, l'Afrique est en mutation. Ce dimanche, je salue Papa Joseph Kabila. Je le salue dans un contexte où l'Afrique, mon Afrique, est plutôt souvent le théâtre du ad vitam aeternam au pouvoir, où les armes crépitent du fait des grands-pères qui s'éternisent sans façon au pouvoir, où les constitutions sont un peu trop souvent modifiées au profit des systèmes politiques. Je salue aussi mon autre président, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, qui a fixé en 2020 le cap de la jeunesse qui remplacera la classe politique actuelle de son pays. Et il l'a fait dans un contexte apaisé. Je ne dirais pas autant du Zimbabwe d'hier, celui de Robert Mugabe, ou d'une Afrique centrale en proie aux critiques des Occidentaux. Ces derniers disent, à tort ou à raison, avec des yeux sous binocle, qu'il y aurait eu un hold-up au Congo-Brazzaville, que le Tchad a modifié sa loi fondamentale, que la Guinée équatoriale émet déjà des signaux, allusion faite au récent dialogue national qui appelle les exilés à rentrer à la maison. Qu'au contraire, le Gabon se renouvelle en pensant ses plaies, elle aussi née de la longévité au pouvoir de Père Bongo. Face au sourd-muet de l'alternance, il y a cependant comme un mutisme de la classe intellectuelle, de la classe politique et de la société civile, si différente au Mali. Le Mali où ces classes ont refusé de se taire. Et pan, voilà des scores électoraux contenus entre 36 et 18%, preuve que l'irresponsabilité n'a pas été collective et que l'Afrique peut bouger et que la malgouvernance peut s'éloigner et cesser de bien se porter sur le continent africain. Au Cameroun, il y a 9 candidats définitivement admis à l'élection présidentielle. Que les récalés nous excusent, comme on dit chez nous. Les 11 ont été déboutés, ils auraient été en justice par fantaisie, mais là n'est pas le débat. Ils portent ces débats précisément cette semaine sur la coalition ou non des partis politiques de l'opposition en course pour le pouvoir qui veulent renverser Paul Biya. Deux arguments s'affrontent là-dessus. Le premier y croit dur comme fer, mais très vite se trouve en but face aux idéologies antagonistes entre différentes formations politiques. Imaginez le socialiste SDF s'allier avec un parti de droite de l'opposition dont j'étais le nom volontiers. Un autre argument convoque le thème de la coalition comme n'étant en rien une panacée. Car seuls Maurice Kamto, Akere Mouna, Gabra Libi et j'en passe sont à même de remporter la victoire. Cet argument appuyé postule que la coalition est évoquée par le pouvoir en place pour déjà justifier l'échec de l'opposition qui ne se mettrait pas ensemble. Débat d'opinion, débat stratégique ou psychologique, toujours est-il que en 1992, ni John Fundi avait réalisé 36% seul, alors que Paul Biya avait avec soi Bele Bouba Begari, Augustin Frédéric Kodok et les autres membres de la majorité présidentielle. En 2011, Paul Biya seul a eu 78% face à une vingtaine de candidats. Autant le dire, de 97 à ce jour, toute l'opposition mélangée n'a pas franchi le cap de 20%. La conclusion dans cette introduction est en droit de dire que le vrai débat serait dans le code électoral qui ignore la présidentielle à 2 tours. Mais rien n'est encore joué, dirait-on, d'ici au 7 octobre prochain. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Voilà, merci à Ghislain Pierre et Sono. On accueille à présent nos différents panélistes. Je commence par Anissé Kane qui a fait le déplacement de Douala pour ce studio. Président Kane, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci une fois de plus de l'invitation que vous m'aviez adressée pour cette émission.
Alors, vous venez de Douala, on va dire finalement happy end avec c'est la pénétrante sud ou non, l'accès qui doit désormais aller du côté de Japoma. Oui, jusqu'au pont. Jusqu'au pont. Solibamba. Voilà. Et finalement, il y a déjà une société qui pourra réaliser les travaux. Il y avait une grosse bataille entre les Chinois et Razel. Finalement, c'est les Chinois qui remportent. Oui, bon, d'accord. Bon, ce qui est quand même, il faut dire, c'est que il fallait s'y attendre que la précipitation avec laquelle on allait à la dernière minute réaliser les travaux inhérents à la Coupe d'Afrique des Nations allait automatiquement nous engager vers les marchés gré à gré, et qui sont généralement des marchés un peu flous dans leur attribution et dans les montants alloués aux prestataires. Ce qui m'étonne quand même, c'est il paraît que Razel était effarouché, il se demandait est-ce que c'est possible. Bon, c'est un peu une vierge, soi-disant vierge, effarouchée, parce que Razel doit savoir que ce genre de choses existe bien dans notre pays. Bon, peut-être que c'est le fait que cette entreprise s'est rendue compte que ce n'est pas elle qui aura le marché, qu'elle semble dire que bon, elle est surprise par ce genre de... Tout le monde sait que dans ce pays, il y a des rétrocommissions souvent très importantes lorsque justement il s'agit des marchés gré à gré. C'est quand même embêtant qu'il faille dépenser 42 milliards pour faire 9 km de route déjà existante, parce que c'est neuf jusqu'à l'Alibaba. C'est neuf, déjà existante, sans qu'il y ait de grands ouvrages à faire. Il paraît qu'il y a un passage supérieur ou souterrain au niveau de Yassa pour faciliter la circulation. Même c'est là, vraiment, c'est un peu trop. On sait que grosso modo, le kilomètre de route nouvellement créé vacille entre, disons, alors 1 milliard à 300 millions de kilomètres. Mais arriver à une situation où il faut 42 milliards pour 9 kilomètres, ça donne approximativement un peu moins de 5 milliards par kilomètre. Bon, on est une curiosité planétaire, chaque jour on le démontre, qu'on est vraiment une curiosité planétaire. Merci Kani Anissé. Deuxième invité sur ce plateau, Jean-François Charnon, directeur de publication du Messager. Jean-François, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba et merci de m'avoir invité. Je salue tous les téléspectateurs de Canal 2 International que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer à travers cette émission depuis un moment. Toutes nos félicitations. La dernière fois, vous étiez passé ici, vous n'étiez pas encore directeur de publication. Aujourd'hui, je vous félicite. Merci, je prends ces fonctions avec beaucoup d'humilité. Vous savez, je suis journaliste et passer de journaliste à manager, directeur de publication, ce n'est pas aisé. Et le contexte est difficile, le défi est nouveau. Et je remercie tous ceux qui m'ont félicité et qui ont promis de m'apporter leur soutien, parce que la tâche est ardue. Il faut faire... c'est un journal qui a 40 ans. Et 40 ans, on peut se dire que c'est déjà un journal qui est bien installé. Ce n'est pas encore totalement le cas. Il a une notoriété de par son fondateur, qui a été téméraire, personnage assez exceptionnel, puisque dont je profite de cette occasion pour saluer la mémoire. Mais il est difficile aujourd'hui de remplacer un homme comme lui, de devenir directeur de publication d'un journal qu'il a fondé lui-même. Je ferai ce que je pourrai avec la grâce de Dieu, mais aussi les bonnes volontés qui seront mises à ma disposition. Je salue tout le personnel en cette occasion qui a fait preuve de sacrifice depuis de nombreux mois, mais aussi tous les ayants droit qui ont mis leur confiance en moi. Maintenant, je voudrais dire que je ne suis plus simplement journaliste, je suis directeur de publication. Donc tout ce que je dirai sera interprété d'une manière ou d'une autre, mais je reste citoyen camerounais qui a le droit à la parole, qui peut donner son avis sans engager forcément le journal. Mais je dois faire la nuance, effectivement, et c'est assez difficile. Je vois le président Ekane qui est en train de sourire. Il sait bien que c'est assez difficile de faire, pour lui, par exemple, de faire le lien
entre l'homme politique, président d'un parti politique, et le citoyen lui-même. Il n'y a pas de différence. C'est assez difficile, en tout cas pour un directeur de publication et un journaliste. Voilà, en tout cas, nous souhaitons bon vent, Jean-François Chanon. Le président Ekane voulait dire quelque chose à la suite? Je voulais dire, bon peut-être que Chanon nous prévient qu'il aura des positions qui ne seront pas exactement celles qu'il avait avant ou que le messager reprend. Non, enfin, c'est pas ce qu'il a dit. J'ai dit simplement que toute position à prendre, et c'est ça, c'est un peu dur. Ce n'est pas propre au Cameroun. Tous les directeurs de journaux, de manière générale, que ce soit en France ou aux États-Unis, ont toujours un rapport difficile avec l'espace public. Parce que c'est un manager, il a besoin d'accueillir tout le monde. Quel que soit, parce que les lecteurs sont de tous les côtés. Absolument. Donc, moi, j'ai une ligne éditoriale, effectivement. La plume que j'avais avant, elle sera toujours la même plume. Mais en tant que manager, j'ai le droit d'accueillir tout le monde, y compris ceux avec qui je ne partage pas les mêmes idées sur le plan idéologique. Donc j'ai le devoir d'aller, parce que c'est aussi mes lecteurs. Ils peuvent ne pas penser la même chose que pensent les messagers, mais ils l'achètent tout de même. Donc j'ai le droit de les respecter. Voilà, merci pour cette précision. On vous accueille avec la rentrée scolaire qui est annoncée dans quelques semaines. À quelques jours seulement de cette rentrée, la question du livre, du manuel scolaire, véritable casse-tête pour les parents. Qu'est-ce qui peut expliquer et justifier cela selon vous? Non, mais je crois que le gouvernement a un plan précis pour faire redémarrer la rentrée scolaire. Et ce n'est pas aujourd'hui que le problème du livre se pose. Je crois qu'il y a une bataille immense autour du livre scolaire aujourd'hui. Et cette bataille n'est pas camerouno-camerounaise. Elle est camerounaise d'abord, mais aussi camerouno-étrangère. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est un marché immense. Parce que produire du livre aujourd'hui demande à faire. Mais je crois qu'on a mis une commission en place dans notre pays. Cette commission doit travailler et elle doit subir certainement des pressions qui viennent de partout. Parce que je ne connais pas très bien les détails des sous-entendus qu'il y a derrière ce dossier-là, mais je me dis que c'est des batailles immenses. Mais il faut préserver l'école, parce qu'un enfant qui, le 3 septembre prochain, n'a pas de livre, c'est quand même scandaleux pour le gouvernement d'abord. Parce que le gouvernement est là pour trouver les solutions à tous les problèmes qui se présentent à nous. C'est ça gouverner. Il faut savoir prévoir, et qu'à 2 semaines de la rentrée, on en est encore là aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut faire très attention, parce que si on est courant à dire que la jeunesse est le fer de lance de la nation, c'est-à-dire que demain, mais il ne faut pas handicaper l'éducation. Il faut absolument trouver une solution par rapport à ce sujet-là. Alors on parle de business. Mais forcément, parce que la vente du livre entraîne un business. Et quand il y a un business dessus, il y a notamment des pressions. C'est dans tous les cas, on parlait de la route tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est des milliards. C'est beaucoup d'argent qu'il y a derrière tout cela. Donc, il y a des gens qui se positionnent immédiatement et qui influencent justement le marché du livre aujourd'hui. Vous auriez pu donner la parole peut-être à quelqu'un comme le professeur Mvunda, qui connaît bien le sujet, qui est même d'ailleurs le secrétaire permanent. Mais je crois que ce n'est pas facile pour lui en ce moment de vivre cette situation-là. Mais je retiens tout simplement que les batailles sont immenses. Et il y a beaucoup de souterrains, il y a beaucoup de parrains qui sont derrière et qui s'affrontent à travers ce marché juteux. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Vous savez très bien que dès lors que vous avez fait une analyse tout à fait vrai et objectif, les gens vous soupçonnent d'avoir servi un autre camp. Et c'est ça qui est dangereux, malheureusement, dans cette histoire du livre au Cameroun. Parce qu'il y a des gens qui sont des imprimeurs, des maisons d'édition, qui sont à l'afflux. Et c'est déjà quelque chose de savoir que on peut, je ne sais pas si on en est déjà là, si on peut, j'allais dire, stabiliser le livre scolaire, de manière à ce que chaque année, on n'ait pas un nouveau livre. C'est justement parce que le marché l'exige. C'est pour ça, parce qu'il y a une mafia du livre, que parfois, on en arrive à changer le livre chaque année pour qu'il ne reste plus. Moi, j'ai connu mon livre unique de français. Je ne sais pas trop bien si le président, et quand il l'a connu, il n'est pas de mon époque. Il est un peu plus... Il est de l'ancienne, de l'époque de Liberman, très longtemps avant nous. Mais on avait une stabilité quand même dans le livre. C'est-à-dire, sur 10 ans au moins. On savait que... C'était le Bréard, voilà, en mathématiques. Voilà, exactement. Il y avait ceux qui ont connu à l'époque Mamadou Ebineta.
Et c'était un classique. Et l'UNESCO avait mis son nez dans cette affaire et savait à peu près ce qui se passe dans plusieurs pays. Mais il y a un petit flou voulu par toute cette mafia du livre qui, je pense que c'est un sujet suffisamment sérieux. On a demandé à un spécialiste de venir peut-être travailler, nous éclairer un peu au niveau du messager, pour chaque mois un peu nous expliquer pourquoi le livre fait problème au Cameroun. Merci Jean-François Chanon, troisième invité sur ce plateau, Sam Séverin Ango. Sam, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Je précise que vous êtes le porte-parole du candidat Franklin Diffos, à ce titre que vous êtes sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous accueille avec une nouvelle de sport. Cette semaine, le ministre des Sports a réuni les anciennes gloires après le passage de la CAF, des émissaires de la CAF qui ont marqué leur satisfaction après la visite des chantiers sur l'état d'avancement des travaux de la Coupe d'Afrique Nations. Pour vous, doit-on dire vaut mieux tard que jamais que les anciennes gloires soient associées à cette belle fête? Disons, Bouba, que ceux qui ont accepté d'aller à cette rencontre, ils ont accepté de se laisser infantiliser, encore une fois. Je suis déçu par les anciennes gloires du football camerounais qui ne veulent pas prendre la place qui est la leur. D'ailleurs, je crois que c'était une occasion pour le ministre des Sports de tenter de faire bonne figure, parce que lorsqu'il a mis en place les différentes commissions au niveau du comité d'organisation de cette Coupe des Nations de 2019, qui pour nous reste d'ailleurs un objectif inatteignable, il n'avait pas pensé à associer ces personnalités qui ont fait l'image de ce football-là. Je crois que c'est un sujet de fond. Il y avait mieux à faire que de s'activer dans ce qui apparaît comme ayant été essentiellement folklorique, à mon avis. Quand on fait finalement de la direction technique nationale, qui doit normalement être l'antichambre qui gouverne la politique technique nationale du football auprès de la fédération de foot, c'est à ce niveau qu'on aurait pu retrouver quelques grandes figures de ceux qui ont fait la gloire de ce football. Je crois qu'à cette rencontre, il y avait François Omambiik, si je ne m'abuse. Alors, c'est quelqu'un qui a été appelé à l'époque comme entraîneur adjoint, simplement. Hein. Il n'a même pas fait long feu à cette fonction, mais il a très vite été balayé, comme c'est le cas. Ce que François Omambiik a représenté pour le football camerounais, tout le monde le sait, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente avec lui et tous les autres que vous avez pu voir autour du ministre? Je crois qu'il est grand temps. Du bon monde, Patrick Mboma, Roger Mila, non, du bon monde, Patrick Mboma, non. Joseph Antoine Bell, Jérémy Sorel Ditap, c'était quand même des anciennes gloires qui ont fait les beaux jours de la sélection. Ces anciennes gloires, moi j'aurais aimé les voir associées également à l'œuvre de restructuration profonde du football camerounais. On est dans une période où on parle de normalisation en normalisation. Nous sommes aujourd'hui sans fédération de football. On appelle tout le temps des mercenaires pour venir gérer le football camerounais, alors que nous avons eu des personnes de ces niveaux-là. Patrick Mboma, aujourd'hui, personne n'ignore ce qu'il réalise en termes de commentateur sportif dans une grande chaîne internationale. Alors il aurait pu être sollicité bien avant pour mener un autre ensemble de missions tout aussi bien indiquées pour ce football-là qui est toujours en train de plonger. La normalisation version Dieudonné Happy, je suis désolé, c'est une grosse catastrophe à la suite de la normalisation de la première phase de Joseph Owona. Nous sommes en train de nous enliser, nous sommes pratiquement déjà à la fin du mois d'août, on n'a pas de fédération sportive de football au Cameroun. Et vous dites que nous devrions abriter la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que c'est M. Bidungpat, en sa qualité de ministre des Sports, qui déjà avait pris une décision totalement saugrenue en choisissant d'invalider une décision, je crois, du Comité national olympique et sportif du Cameroun. De toutes les façons, c'est à travers lui que nous avons été amenés à être humiliés par les gens de la FIFA, si on en est là aujourd'hui. Donc, sans vergogne, le même ministre ne peut pas venir et dire qu'il réunit les anciennes gloires et qu'il leur accorde une place de choix. Ces anciennes gloires-là, elles-mêmes jouent le jeu. Et je suis désolé, à travers le SINAFOC, c'est-à-dire le syndicat national des footballeurs du Cameroun, avec M. Jérémy Njitap aujourd'hui, il n'est pas en train, finalement, de jouer le beau rôle. Parce qu'un syndicat, c'est quelque chose qui ne s'aligne pas avec les gouvernants en réalité. Donc on a assisté à quelque chose qui finalement ne nous permet pas d'espérer que le football du Cameroun sortira de sitôt de sa léthargie. Je vais terminer sur ce sujet en espérant, Bouba Ngomna, tout simplement,
qu'au-delà de tout ce qu'on nous présente en termes d'avancement des travaux relatifs à la CAN 2019, qu'on n'aura pas à être humilié. Je vais répéter ce que j'avais déjà dit sur ce plateau lors de mon dernier passage. Il s'agit de dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin forcément d'aller à une Coupe des Nations dans ces conditions. Ces anciennes gloires-là, y compris Joseph-Antoine Bell, aujourd'hui qui a retourné sa langue parce qu'il fait partie du comité d'organisation de cette Coupe d'Afrique, aurait dû rappeler à ses gouvernants camerounais que une Coupe des Nations, tout à l'image d'une Coupe du Monde, s'organise avec des belles routes, des hôpitaux. Il n'y a pas que l'infrastructure sportive. Toutes ces choses-là ne sont pas au niveau. Allez à Bafoussam, allez voir l'état de la ville de Bafoussam aujourd'hui. Allez-y voir l'état des routes d'un point à un autre pour pouvoir abriter les étrangers qui devront arriver au Cameroun. Nous autres qui avons fait un peu le tout pour voir comment ça se fait dans d'autres pays, nous n'avons pas besoin de faire essuyer la honte au Cameroun. C'est pour cela que cette affaire, pour nous, nous disons, il est encore temps qu'on puisse mettre cela entre parenthèses. Ce n'est pas prioritaire pour nous, parce que le Cameroun est face à de gros défis. Il y a des défis sécuritaires aujourd'hui au Cameroun. Il y a un défi sociopolitique où nous ne savons pas quel va être l'avenir de ce pays dans les tout prochains mois. C'est pour ça que dans notre engagement, nous pensons plutôt que la priorité devrait être consacrée à nous permettre de basculer à un autre système politique qui viendra donc finalement mettre tout en règle, tout en place, parce que rien ne marche aujourd'hui. Au-delà du football, même dans le domaine de la culture, c'est de la pure sorcellerie. Allez-y voir ce que vivent les artistes musiciens depuis que le ministre, monsieur... Mais là, on est en pleine campagne électorale. Voilà, hein. donc, à ce niveau-là, je dis que c'est tout... Je suis dans le sujet, n'essayez pas de me distraire, je vous ai laissé parler, monsieur Jean-François Chanon. Nous sommes bel et bien dans le sujet en disant que tout ça se tient. On parle du football comme de la culture, comme de bien d'autres choses qui ne fonctionnent pas dans un pays. Donc, à cela, ne m'amenez pas à applaudir le fait qu'on a vu Roger Mila, Jérémy Djitap et tous les autres autour du ministre Bidungpat, parce que M. Bidungpat fait partie d'un système qui a plongé le Cameroun dans l'abîme dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et nous avons besoin de passer à tout à fait autre chose. Heureusement, cela vous engage, mais comme je vous ai sur ce plateau, je ne vous louperai pas, Sam Séverin Ango. Cette semaine, vous avez fait le buzz à travers l'Étoile. Sam Séverin Ango de Canal 2, Sam Séverin Ango d'Equinox, Sam Séverin Ango d'Akeremuna, aujourd'hui Sam Séverin Ango de Franklin Difford. Qu'est-ce qui fait courir l'homme? Pourquoi l'homme est aussi versatile? Parce que tout à l'heure, vous faisiez allusion aux gens qui retournaient leur veste. Est-ce qu'on peut vous retourner la question? Pourquoi vous retournez facilement votre veste? Alors, moi, je sais que vous posez la question juste par pure convenance. Vous savez bien, étant du métier de journaliste, que c'est l'essence même du métier. C'est-à-dire qu'on est appelé à partir lorsque vous n'êtes plus finalement en phase. Yves Calvi, qui fait les matinales de RTL et qui a été à France Télévisions et qui aujourd'hui travaille pour le groupe Canal Plus en même temps, je crois qu'à chaque début de saison, il choisit là où il veut travailler. C'est-à-dire que ce sont les journalistes et les animateurs qui font les médias. Et ce n'est pas l'inverse. Au Cameroun, on a toujours voulu nous faire croire que c'est le média qui vous fait. Ce n'est pas ça. Moi, je refuse ça. Je ne vais pas me laisser enfermer dans des situations qui ne me conviennent pas du tout. C'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, si je m'aperçois que ça ne va pas, je m'en vais. Parce que le talent que j'ai reçu, c'est du bon Dieu que je l'ai reçu. Donc, je ne peux pas le galvauder. Il ne s'agit pas de faire plaisir aux gens, tout simplement. Alors, j'ai entendu toutes sortes de choses. Encore qu'il faut être en mesure de partir d'un média à un autre. On est des artistes par essence. C'est-à-dire comme des footballeurs. On peut partir du Messager pour le quotidien, le jour et pour Mutation. Je crois que c'est permis. Tout ce qu'on peut avoir à me reprocher, c'est de se demander, est-ce que j'ai été un bon journaliste à DBS Télévision ? Où j'ai animé la plus belle émission également de ce côté-là. Le Grand Soir, M. Anissé Kane le sait, où je recevais tout le monde. Est-ce que j'ai été un bon journaliste à Equinox Télévision, où j'ai fait l'émission Disons Tout, où j'ai fait la matinale radio 6h, 9h, la meilleure qui puisse exister en radio. Est-ce que j'ai été un bon journaliste chroniqueur de sport à Canal 2 International? Toutes ces choses-là, je crois que le procès ne peut pas m'être fait de partir d'un média à un autre ou à LTM Télévision où j'ai été directeur des programmes. Aujourd'hui, lorsque je prends la décision d'aller faire de la politique, c'était véritablement la mort dans l'âme, je peux le dire. Et je peux avoir le regret aujourd'hui d'observer que le sacrifice que moi j'avais fait à l'époque, mais le regret seulement en partie, hein, parce que je semble avoir retrouvé ma véritable voie aujourd'hui à travers le choix que je viens finalement d'opérer. Mais à l'époque, lorsqu'on était venu me chercher, parce qu'on avait besoin d'une étoile de la presse camerounaise, c'est ce que la Lettre du Continent avait écrit lorsqu'il mettait en exergue la première équipe formé par le bâtonnier Akeremuna. Parmi cette équipe-là existe une star de la presse locale
qui est crédible et qui est brillant. On avait besoin de ma crédibilité pour booster une candidature. Et j'ai dû, pour cela, faire de gros sacrifices en emportant toute ma famille de Yaoundé à Douala. J'étais aux petits soins, mais le grand public ne peut pas savoir les couleuvres que j'ai dû avaler par la suite. Et c'est pour cela que je vais terminer là-dessus en donnant une raison essentielle de mon dernier départ, pour dire tout simplement que lorsque vous prenez une nouvelle république qui est adossée sur l'égalité des chances, la méritocratie, la justice sociale, vous ne commencez pas par être incapable de gérer une petite république de 3-4 personnes. Vous devez faire l'exemple en choisissant de bien faire les arbitrages. Vous ne prenez pas un imposteur pour mettre à la place de quelqu'un qui est reconnu. Vous ne faites pas preuve d'irrespect, parce qu'il faut respecter la personne humaine. La personne humaine, c'est l'essence même de toute vie, de tout ce que l'on fait. Donc, si vous n'êtes pas capable de respecter les engagements que vous avez pris au départ avec une personne que vous êtes allé chercher au détriment de tous les millions de fans qui avaient besoin de lui dans un média, c'est que vous ne méritez pas de gérer le Cameroun. C'est ce que je suis venu dénoncer, que ce sont des illusionnistes, toutes ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'au-delà du bâtonnier et ses équipes qui ont fait preuve de sectarisme vis-à-vis du personnage que je suis, je n'ai pas de souci avec ça. Je dis, tout ce que Dieu fait est bon, c'est plutôt bien parce qu'aujourd'hui, je me retrouve dans une équipe où il y a des gens purs qui respectent les gens et qui ont la solution pour venir nous mettre sur le droit chemin. Le Cameroun est géré par des gens à la limite qui n'ont pas la crainte de Dieu. Entre ces gens-là et ceux que je viens de côtoyer ces derniers temps, c'est comme bonnet blanc, blanc, bonnet. C'est ce que je dis parce que je me suis toujours situé du côté de la vérité. Merci. Je me dis la vérité au Cameroun. Merci Sam. Voilà. Séverin Ango, on se fera aussi l'honneur d'inviter l'autre partie et les représentants du candidat Mouna aussi la semaine prochaine sur ce plateau pour également avoir leur version de fait sur ce que vous avez dit. Nous attendons encore le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, Jean-Baptiste Atemengue, qui a été annoncé depuis ce matin. Il nous dit qu'il a quelques soucis avec son véhicule. On espère que d'ici à là, il va arriver sur ce plateau. Jean de Dieu Momo, qui représentait le G20, lui, c'est un tout petit peu mêlé les pédales parce que, dit-il, il pensait que l'émission se tenait du côté de Douala. Il s'est retrouvé plutôt à Akwa alors que la production se fait en ce moment en direct de nos studios de Yaoundé. On espère que au moins Jean-Baptiste Temengue du RDPC arrivera d'ici à la fin de ce programme. Madame, Monsieur, nous allons prendre le reste de l'actualité feuilletée pour vous et par nous avec Brand Kamga. C'est la revue de presse. Bonjour. L'heure est grave. Le secrétaire général de la présidence de la République a échappé à un assassinat la semaine dernière. Une bande d'assaillants a fait irruption chez Ferdinand Ngongo. 2 ont été neutralisés. La nouvelle qui retrace les faits interroge les raisons, les auteurs de cette initiative criminelle dont la lumière n'est pas toujours faite. C'est une atteinte à la sûreté de l'État, pense Essingan. Ngongo, qui venait à peine de regagner son domicile à Niom 2 à Yaoundé, devrait être enlevé par un commando. Un autre danger social, c'est la crise alimentaire dont 6 millions de Camerounais sont menacés. Dans le nord-ouest, le sud-ouest Cameroun, l'ouest risque également d'être touché. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Henri Yebéaïssi a lancé l'alerte cette semaine à Yaoundé. Les efforts du ministre délégué à la présidence chargé de la défense Joseph Betia Somo sont à saluer. Son professionnalisme, son sens de l'éthique et de la rupture opérationnelle font de lui une victime expiatoire de multiples crises sociopolitiques, titre sa presse. Sa prochaine mission, c'est d'assurer la sécurité pendant l'élection présidentielle et Joseph Betia Somo le promet. Il a tenu, sur haute instruction du chef des armées, une réunion spéciale d'évaluation sécuritaire, rapporte Cameroun Tribune. Le G35 pourra ainsi voter Paul Biya en toute tranquillité. Une balise de plus pour sa victoire a été posée par 35 associations nationales des jeunes Camerounais. Sans détour, en a profité pour dresser un bilan élogieux des actions du président en faveur des jeunes. Écho d'Afrique pose la question de savoir si l'on ne s'achemine pas vers un mandat de trop. L'opinion publique semble divisée sur le renouvellement de sa confiance à l'homme qui a passé 36 ans à la magistrature suprême avec un bilan mitigé. Certains membres du gouvernement seraient également embarrassés
Ils ont refusé de prendre part à une conférence de presse organisée par les personnes défavorisées pour soutenir le candidat Biapol. Climat social révèle que certains sont d'ailleurs des traîtres. Ils financeraient l'opposition. Ne demandez surtout pas où se trouve le président de la République en ce moment. Il est en bref séjour privé en Europe. Comme un exploit réalisé par le couple Paul et Chantal, Hot News rappelle qu'il a fait 5 mois sans quitter le Cameroun. Des échéances nationales et internationales sont en préparation, d'où ce retrait du chef de l'État. Paul Biya, comme les 8 autres candidats à la présidentielle, sont attendus sur le front de la décentralisation. Tout se jouera ou presque sur ce terrain, estime le municipal, au peuple d'en décider. Le sujet est d'autant plus crucial qu'un indice de développement local pour plus d'équité entre les communes s'impose. Éco Matin présente la répartition illégale des ressources. Une clé de distribution s'impose. Ça ne sent pas du tout la rose. À la mairie de Yaoundé 6, un scandale de fausses quittances alimente les débats. Le quotidien Émergence parle de l'évaporation de près de 500 millions de francs CFA. Le maire Yoki Onana, sur la défensive, évoque l'existence d'un réseau de falsification des quittances bien avant son arrivée à la tête de la commune de Yaoundé 6. Entre contrefaçon et contrebande, les faux médicaments continuent de polluer le marché camerounais. Le système de veille pharmaceutique préconisé par le gouvernement n'empêche pas l'infiltration des médicaments illicites dans le circuit. La douane est davantage interpellée. Le financier d'Afrique a mené l'enquête. Ce qui inquiète le plus, expression économique, c'est que le Cameroun importe même jusqu'aux ignames, aux patates, aux porcs, aux coques et bien d'autres. Le comble, ce sont ces produits de troisième groupe qui viennent de bénéficier des exonérations fiscales dans le cadre des accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Le personnel de l'Assemblée nationale par contre peut sourire. Les premiers bureaux de recassement ont été inaugurés cette semaine par Kavaye Guédibril. Plus de 50 bureaux au palais polyvalent des sports de Yaoundé, en attendant la construction du nouvel immeuble de la Chambre basse du Parlement qui va coûter 60 milliards de francs CFA. Le quotidien L'Épervier consacre une édition spéciale à cet ouvrage qui sera construit avec le concours de la République populaire de Chine. Bon dimanche et à dimanche. À dimanche prochain, Brand Kamga, on ouvre le débat avec la présidentielle. On parlait de la question, est-ce qu'il faut absolument une coalition pour pouvoir vaincre le président en poste, le président sortant, le président Paul Biya? Et depuis un certain temps, on parle de plus en plus de coalition pour essayer d'affronter le président de la République. Je commence par vous, du côté du Manidem. Le Manidem n'a pas candidaté. Et cette affaire de coalition, cette semaine, les candidats qui sont en course se sont retrouvés à Douala pour trouver des voies et moyens pour pouvoir constituer une candidature unique de l'opposition pour affronter le président Paul Biya. Pour vous, comment avez-vous accueilli cette initiative? Alors, je voudrais d'abord dire que quand on pose la question, est-ce qu'il faut absolument une candidature, une coalition pour affronter et battre le régime RDPC, je dis non. Mais la coalition devient indispensable lorsque les conditions l'exigent. Et on est aujourd'hui dans une situation où les conditions exigent une coalition. Et une coalition, pas une candidature unique. Parce que c'est difficile, pratiquement impossible de faire une candidature unique. Les intérêts, lors d'une élection présidentielle, sont si nombreux, les objectifs si nombreux. Tout le monde ne va pas à l'élection présidentielle pour être président. Et c'est normal. Il y a des candidatures de témoignage, il y a des candidatures de positionnement après l'élection présidentielle, il y a des candidatures d'accompagnement du candidat. Je vais prendre 2 exemples. En 92, il n'y avait pas de candidature unique. Il y avait une coalition qui s'est formée et a donné une candidature forte. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est de Fondi. Mais il y avait Ndam qui était candidat. Il y avait Bello qui était candidat. Il y avait
un candidat de l'UPC, comment il s'appelle, Emma Outou, il y avait Kindi qui était candidat. Donc il n'y avait pas de candidature unique en 92. Sauf que c'était une candidature forte. C'est-à-dire qu'elle est partie de l'idée qu'il y a une dynamique politique qui veut l'alternance. Et à la différence de la session d'aujourd'hui, le choix du candidat de la coalition est intervenu bien après la mise en place de la coalition. Parce qu'il y a d'abord eu l'association des partis politiques de l'opposition, il y a eu l'ARC-CNS pour la conférence nationale souveraine, ce sont des étapes de cette dynamique unitaire, et ensuite il y a eu l'Union pour le changement qui a donc investi un candidat. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a une pléthore de candidats déclarés depuis des mois, voire un an, avec des équipes de campagne mises en place, des recrutements, voilà un qui s'en va, des chargés de mission, des missions à l'étranger, dans des représentations diplomatiques, dans la diaspora. En fait, tout un attirail de fait qui montre que l'idée première de ceux qui sont mis candidats n'était pas d'aller dans une coalition. Alors ça devient, comme on dit chez les Français, c'est mal barré pour arriver, après tout ce déploiement d'individus ou de groupes d'individus qui se sont déclarés candidats, d'arriver à une candidature, j'allais dire, une compilation qui aboutit à une candidature forte. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sont même pas construites, je veux dire, ces mises en place, ces dynamiques personnelles sur des programmes. Elles se sont construites sur le fait que je dois être le président de la République. Moi aussi, je peux être candidat à la présidence de la République. Où est le programme? Parce que quand on regarde dans la loupe les différents programmes, on n'a pas le sentiment, je ne me trompe pas, il y a des journalistes, qu'il y a des différences fondamentales entre la plupart de ces candidats. Donc, qu'est-ce qui motive cette pléthore de candidats? C'est le fait de vouloir participer à l'élection présidentielle. Et tout à l'heure, on va peut-être l'aborder. Est-ce que les objectifs sont véritablement de battre le RDPC ou bien y a-t-il des objectifs non avoués qui sont en dehors de la victoire que les Camerounais réclament lorsqu'ils exigent justement cette coalition? Les Camerounais l'exigent parce qu'ils veulent le changement. Ceux qui sont déclarés candidats, je ne crois pas, pour la plupart d'entre eux, qu'ils sont déclarés candidats pour battre le RDPC. Voilà. Donc, je me résume en disant, une candidature, une coalition d'opposition, est-elle indispensable pour battre le régime? Je dis non. Parce que il peut s'avérer qu'un candidat ait une dynamique, une aura, une adhésion telle qu'il soit en mesure aujourd'hui de battre le RDPC. Mais les conditions aujourd'hui ne sont pas celles-là. La masse critique pour un tel candidat n'existe pas. C'est pour cela que le caractère indispensable d'une coalition forte, pas d'un candidat unique, aujourd'hui, est pratiquement indispensable pour arriver à cette victoire. Et les Camerounais ne sont pas dupes. S'ils le réclament encore et à cri, c'est parce qu'ils voient bien qu'en dehors de cette voie, pas de salut. Jean-François Chanon, quand on regarde les 8 autres candidats, parce que c'est 8 contre 1, on va dire ici, qui est en place, il y en a qui disent que c'est eux qui doivent être la locomotive, les autres qui doivent les suivre. Il y en a qui estiment que c'est plutôt eux. Et du coup, il n'y a pas une certaine entente, il y a un égo entre ces différents candidats. Est-ce qu'il ne fallait pas s'y prendre un peu plus tôt par rapport à cette coalition? L'élection présidentielle est la plus grande des élections, puisqu'elle manifeste quand même... Dans notre système. Dans notre système. C'est la plus grande des élections, enfin dans le système démocratique, dans tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que c'est quand même la personnalité qui va gérer, qui aura... c'est la plus grande institution dans qui un existe. Système présidentiel. Oui, voilà. Donc, qui existe dans notre pays notamment.
Donc, chacun, jusqu'ici, en tout cas parmi les 8, a commencé à construire son leadership. Leadership manifesté par une déclaration de candidature, une déclaration d'idée de candidature d'abord. C'est-à-dire, moi, je construis mon discours pour dire que je vais changer la politique du système qui est en place. Donc, tous ces gens se sont alliés. Et parmi eux, il y a deux candidats qui ont cette expérience qui partent de l'opposition notamment, c'est-à-dire le ministre Garga et le ministre Ndamzoya. Les deux ont déjà participé, je crois, au moins à 2 élections présidentielles au Cameroun. Ils ont pu déjà travailler, notamment pour ce qui est de Garga, à une élection majeure, c'est-à-dire autour d'une coalition, notamment l'Union pour le changement en 92. Donc maintenant, il est difficile de croire que dans la structuration de ce leadership personnel, que l'un se croirait moins important que l'autre. C'est naturel, c'est humain. En ce sens que j'ai construit mon leadership et j'estime que selon ce leadership-là, je vais vers mes concitoyens pour dire voici ce que je pense qu'on peut faire autrement par rapport au régime qui est en place. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais il se trouve que depuis un certain nombre d'années, une grande majorité des Camerounais espèrent et aspirent à une alternance politique à la tête de notre pays. Ça, peut-être qu'il n'y a pas eu un sondage, mais ça se voit. Chaque jour, dans le vécu quotidien, on se dit quand même que nous sommes les seuls, un peu, dans beaucoup de pays du monde, où on a un paysan qui reste là depuis 36 ans. Comment il a fait pour rester là depuis 36 ans? Ça, c'est les hommes politiques qui peuvent répondre à cette question. Mais en tout cas, en tant que journaliste, je me dis que une coalition politique tout bas, parce que d'abord, ne se construit pas à la veille d'une élection électorale. Ça ne se dit pas comme ça. C'est depuis au moins 1 an que la plupart de ces candidats signalés savent qu'ils visent l'élection présidentielle. Ils le savent tous. C'est-à-dire que ce n'est pas d'un pif au lendemain qu'on dit qu'un mois avant, au moment même de la convocation du corps électoral, que subitement quelqu'un s'est décidé à y aller. Donc chacun a conçu son leadership. Mais maintenant, comment faire pour aller en ce moment-ci, précis pour ne pas être très long, vers une coalition? Elle est difficile. Parce qu'il est un peu trop tard désormais pour que les gens puissent se parler sincèrement. C'est-à-dire qu'on est à moins de, je crois, 8 semaines de l'élection présidentielle, je crois. Moins de 8 semaines à peu près de l'élection présidentielle. Donc, chaque jour qui compte. Et vous, si vous suivez les réseaux sociaux comme moi, vous voyez qu'il y a des pics entre candidats déjà sur la ligne. Il a dit que validé par l'organe d'organisation des élections dans notre pays. Il se lance des pics, tel se dit moi je suis le meilleur, tel dit non moi je ne suis pas ceci, tel. On se dit bien que si on peut se mettre d'accord pour se dire, même si chacun a son programme, l'essentiel étant de créer l'alternance au Cameroun, construire cette alternance-là. Mais il faut bien que ça se construise sur un ensemble de principes bien établis où on se met tous d'accord. Comment cela est possible? C'est bien la question aujourd'hui. Parce que parmi tous ces candidats, il y a des gens qui sont déjà allés très loin. Hein? Le professeur Kamto est déjà quand même allé très loin. Il a structuré depuis presque 2 ans sa candidature. Le bâtonnier Mouna est aussi déjà allé un peu plus loin. Joshua aussi a derrière lui toute une machine de son parti qui dit que c'est toi notre candidat. Mais chacun devrait faire un retour en arrière pour consulter ceux qui sont leurs soutiens, aussi bien au Cameroun qu'à l'étranger, pour se dire qu'on peut se mettre ensemble. Et vous avez des gens qui ont de l'expérience. Le docteur Adamou Ndamzoya, par exemple. Il se dirait que moi, j'ai déjà participé à une élection présidentielle et je représente quelque chose politiquement, quel que soit le poids. Mais j'estime que c'est ceux qui sont nouveaux, qui n'ont jamais participé à une élection, qui devraient d'abord venir vers moi, au lieu que moi j'aille vers eux. Et ça, c'est légitime de sa part. La même chose pour le ministre Gaga, qui va dire, moi j'ai de l'expérience au gouvernement. J'ai affronté ce gouvernement en quittant ce gouvernement-là, et j'ai construit mon leadership en me disant, avec un programme bien précis, parce que j'ai eu un passé au gouvernement,
Et puis j'ai rompu avec le système d'une manière ou d'une autre. Même si parfois le système va me rattraper d'une manière ou d'une autre. Mais il va se dire, c'est pas moi qui devrais aller vers le ministre Kamto. C'est pas moi qui devrais aller vers le bâtonnier Akeremouna. Encore moins moi, à mon âge, aller vers Cabral Libi. Donc ça va être difficile à construire parce que les égos, chacun a construit son leadership actuellement. L'essentiel reste que, pour ma part, et ça c'est mon point de vue, disant que pour moi l'élection présidentielle est pratiquement terminée. Il faut se situer en 2025 parce que le système a construit les bases de son inamobilité. C'est-à-dire solide de manière... Il gère tout. Il a, qu'on le veuille ou non, s'inscrit dans la durée. C'est-à-dire que les préfets sont acquis au RDPC et à Paul Biya. L'organe même qui organise les élections ont de la sympathie atavique vis-à-vis du candidat du RDPC, étant donné que s'ils sont là, s'ils existent aujourd'hui, c'est bien parce qu'un décret du président les y a mis. Et parmi eux, il y a des anciens du RDPC à qui on a demandé de démissionner du parti, mais qui n'ont pour autant pas démissionné de leurs convictions politiques. Donc il y a tout ça qui existe. Et pour moi, c'est pour cela que je me dis qu'il est assez difficile là maintenant, pour qu'on se dise, si ceux qui sont là ne peuvent pas se mettre d'accord, si chacun veut aller jusqu'au bout de la construction et de la situation de son leadership politique par rapport à l'élection présidentielle, eh bien celui qui est là, qui est installé et qui contrôle pratiquement tout, et qui peut contrôler l'élection avant, pendant et après. Donc, qu'est-ce que dit? Peut-être que c'est pour cela que le président Ekane a bien compris que c'est assez difficile d'aller à cette élection présidentielle encore en ce moment. Alors, Sam Séverin Ango, pour votre cas, c'est-à-dire le candidat que vous représentez, Franklin Dufort, il est clair et il ne fera pas chemin avec les autres candidats. Et c'est le cas aussi pour Garga Amanadi, qui n'est pas aussi partant pour cette coalition. Pour le candidat Dufort, qu'est-ce qui peut justifier ou qu'est-ce qui peut motiver ce non-refus de pouvoir coaliser avec les autres partis d'opposition? Je vais vous le dire, Bouba Ngomna, c'est de par sa spécificité, son originalité, il ne ressemble pas à tous les 8. Mais avant, je voudrais quand même, d'ailleurs, m'offusquer d'un des passages de M. Jean-François Chanon qui pense que les dés sont pipés et que finalement ça ne sert plus à rien d'y aller. L'élection est gagnée d'avance. Ce type de discours émanant d'un grand monsieur de la communication est de nature à décourager les uns et les autres. Du journalisme, même pas de la communication, du journalisme. Hexagone, il y a quand même les Philippe Poutou, François Célineau, Jacques Cheminade et autres qui ont leur place en période électorale. Et ils ont régulièrement eu droit à la même parole que tous les autres qui peuvent être présentés comme des grands, même si la situation n'est pas totalement la même. Mais dans le même ordre d'idée, je voudrais également ici m'offusquer de la croisade entamée par quelques acteurs de la place. Je vais évoquer ici le cas de Jean-Jacques Ekindi. Je ne sais pas qui a désigné ce grand monsieur pour demander à ce qu'il y ait une coalition. Personne n'a mandaté M. Ekindi pour en appeler à une coalition, parce qu'il fait partie du même système politico-électoral au Cameroun depuis quelques années, qui n'a pas pu nous permettre de sortir de là. Je ne sais pas qui a désigné M. Abel Limbi Lobert pour jouer le jeu auquel il est en train de se livrer. Ça également, j'en profite pour dénoncer les formulations qu'il fait de plateau en plateau, pour confondre la nature de l'élection présidentielle avec la nature des élections municipales et législatives, sont plutôt malsaines, ces formulations-là. Parce que M. Limbi, à la limite, finalement, joue le jeu du pouvoir. Il ne faudrait pas, aujourd'hui, donner le sentiment que on ne peut pas gagner cette élection si l'on vient d'une entité singulière. Non, tout est possible parce que nous faisons confiance, malgré tout, au dernier moment, à l'intégrité et à la conscience des Camerounais qui seront dans l'isoloir le moment venu. Donc on ne peut pas nous dire que aujourd'hui, si le parti politique Univers qui a investi Cabral Libi a juste 1 ou 2 conseillers en Gaoundéré, ça veut dire que le candidat Cabral Libi ne pèse pas grand-chose. Non, c'est une très mauvaise lecture que je voudrais dénoncer en Mondovision de la part de ceux qui sont en train de jouer à ce jeu-là. Quand je l'ai dit, je voudrais maintenant parler de ce que vous appelez coalition finalement, c'est votre terme. D'abord pour commencer par faire observer ici que
Tous ceux qui en parlent n'y croient pas beaucoup d'ailleurs, hein, il me semble. Hein, je crois là-dessus, Jean-François Chanon a dû faire une belle analyse de ce qu'est la réalité au niveau de la géopolitique concernant le poids des uns des autres et les parcours. Au jour d'aujourd'hui, il sera difficile de voir telle ou telle s'aligner derrière telle autre. Mais il y a plus grave, à notre avis, c'est que quand vous prenez les 8 autres aujourd'hui, vous prenez les has-been que sont Paul Biya, Adamou Ndamjoya et autres... Gaga Amanadji, ces trois-là, nous, on ne les compte pas parce qu'ils ne mériteraient pas, en réalité, de s'aligner encore sur les starting blocks en 2018. Mais peut-être c'était pour amuser la galerie. Vous avez donc une autre catégorie qui arrive également et en qui on aurait pu croire, mais qui au dernier moment ne nous ont plus donné le sentiment que le peuple camerounais pourrait leur faire confiance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, parlant de coalition, pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir les gens représentant les forces de changement se regrouper? Pourquoi vous ne commencez pas par demander à Paul Biya et tout ce qui l'entoure, eux également, de ne pas s'arroger tous les pouvoirs de l'ECAM, des sous-préfets et des préfets? Pourquoi vous ne demandez pas au pouvoir en place de ne pas financer sa campagne avec les fonds publics? Parce qu'on a affaire aujourd'hui à un parti État. Pourquoi on ne peut pas demander à Paul Biya même de démissionner carrément? Mais vous demandez à tous les opposants réunis de se regrouper simplement parce que vous avez une mastodonte en face qui fait ce qu'elle veut. Bon Dieu, il faut quand même qu'on en arrive également à se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que la coalition doit être un objectif atteignable forcément qu'on doit imposer à tous les uns les autres, même s'ils n'ont pas les mêmes programmes et les mêmes aspirations? Nous, dans le camp de Franklin D. Forafanoui que je représente ici, nous disons que ce soit les gens du pouvoir, que tous ceux-là qui se sont accoquinés avec ce pouvoir, c'est-à-dire les Garga Ndamjoya à un moment donné, nous ne leur faisons pas confiance parce qu'ils sont responsables presque tous, chacun pris à son niveau, de la situation léthargique dans laquelle le Cameroun se retrouve aujourd'hui. Donc on ne peut pas s'associer à ce type de personnes qui ne peuvent pas faire des choses de la manière dont le peuple camerounais le désire au jour d'aujourd'hui. Nous aurons le temps de dérouler notre programme qui est totalement différent parce que le problème camerounais finalement, nous on l'a compris, il est d'essence spirituelle. C'est le constat auquel je suis parvenu. Parce que les choses qui sont faites de façon à ce qu'on peut voir qu'on peut bitumer une route, je crois, de 9 km à 45 milliards, ce type de choses ne peuvent émaner que des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. La crise des ordures au Cameroun, elle est voulue, Boubangomna, puisqu'il y a bel et bien des opérateurs au Cameroun sur la place qui ont pu justifier de leur aptitude à pouvoir gérer le ramassage et le traitement des ordures au Cameroun. Mais on fait tout pour reconduire les mêmes personnes tout le temps et conséquence, on est plongé dans cette situation-là. C'est pour vous dire tout simplement que si le Cameroun est à terre aujourd'hui, c'est parce que les gens le veulent. Et si les gens le veulent, il va falloir aller les enlever, changer de mentalité. C'est un problème de mentalité en réalité. Donc on ne peut pas aller dans une espèce de coalition qui regroupe des personnes qui n'ont pas la même idéologie que nous. La même idéologie qui s'adosse simplement sur le respect des valeurs humaines aujourd'hui en mettant véritablement l'homme au centre de l'action. Vous voulez me relancer? Non, moi je voulais juste préciser... Une précision de François Chanon. Oui, par rapport à l'interpellation de désaccord que Sam a eu tout à l'heure vis-à-vis de ce que j'ai dit par rapport à l'élection qui est terminée, il a raison. Il a raison, oui, je crois. Et ça, je reconnais humblement. Peut-être que ça a dû échapper à la vigilance de mon analyse. Parce que le peuple reste souffrant. Parce qu'effectivement, les Camerounais qui sont inscrits sur les listes, ils sont 6 millions à peu près, peuvent décider, chacun à son âme et conscience, au-delà de toutes les pressions, de dire que on dit non au parti au pouvoir, au parti dominant. Ça, je le reconnais. Effectivement, le peuple reste souverain. Merci beaucoup pour cette marque d'humilité. Donc, pour chuter sur ce sujet, c'est pour cela que nous allons profiter de cette capacité du peuple souverain camerounais à se révolter le moment venu. Nous avons le candidat de la dernière heure. Allez-y, regardez les images sur YouTube. Déjà, ce n'est pas quelqu'un qui arrive finalement étant totalement inconnu. Hein. Je crois qu'il a pu réaliser beaucoup de prouesses en termes de mobilisation. Il a une grande capacité de mobilisation. Lorsqu'il a lancé son mouvement, c'était dans les en Bouddha. Vous allez le voir dans les prochains jours. Comment est-ce qu'on va arriver à pouvoir se déployer? Donc pour dire simplement qu'aujourd'hui le peuple camerounais devrait comprendre là où se situe la vérité que je suis venu leur délivrer, c'est-à-dire que il faut tourner le dos totalement d'abord à ceux qui sont aux affaires, y compris à leurs semblables aujourd'hui qui se sont déclarés
pour tenter d'implémenter ce changement-là, en disant que ce changement ne peut pas arriver de ces personnes-là. Et nous n'allons pas être obligés de nous engouffrer dans quelque chose qui va nous enfermer et qui finalement viendra un tout petit peu dissiper la véritable idéologie du Cameroun aujourd'hui. Vous savez, c'est au-delà des programmes, hein, Bouba Ngomna. C'est-à-dire que le problème camerounais aujourd'hui, ce n'est pas les beaux discours, les beaux programmes, les belles formulations. On a beau être expert international, on a beau être professeur agrégé, on a beau être aujourd'hui érudit sur des plateaux de télévision. Notre problème, on le sait. On sait là où il se retrouve, parce que c'est complètement ahurissant de voir aujourd'hui comment est-ce que un ensemble de mesures sont prises en année électorale au niveau des fonctionnaires fictifs, Bouba Ngomna. Il faut apprendre à couper ça, mais sinon... On a vu ce qui s'est passé de la part du nouveau ministre des Finances, qui a tenté finalement quand même de faire une sorte d'épuration. Mais on sait que les fonctionnaires fictifs existent au Cameroun, et si on a voulu régler ce problème, on aurait dû le faire en amont. Aujourd'hui, il semble être trop tard. Il va falloir quand même que on ait affaire à des dirigeants d'abord qui viennent nous rendre compte. Parce que nous avons des ministres dans ce gouvernement aujourd'hui. Je termine par la Bouba Ngomna. Est-ce que vous avez déjà vu Séraphin Magloire Fouda sur un plateau de télévision? Il est SGPM aujourd'hui, il arrive de la présidence, il est en même temps PCADNE au Cameroun avec des honoraires vraiment exorbitants, mais on ne le voit jamais. C'est-à-dire qu'ils sont tapis, ils bénéficient des avantages de la République, mais on ne le voit jamais. Il va falloir qu'on ait des gens qui viennent justifier de l'action qu'ils mènent au quotidien au sein du gouvernement camerounais. Alors, Ekani Yanissé, quand on regarde depuis l'avènement du multipartisme au Cameroun, on a toujours eu plus de 10 candidatures. Cette année, pour 2018, on a moins de 10, exactement 9. Est-ce que cela n'est pas aussi un facteur qui pourrait compromettre les chances d'une véritable coalition? Moi, je pense que c'est une analyse comme une autre, que la diminution du nombre de candidats montre justement une certaine expérience d'une élection présidentielle telle qu'elle se déroule. Parce que, bon, vous comprendrez que je me situe, que nous ne nous situons pas dans la délivrance dont parle Sam Sévérin, le discours de la délivrance. Bon, nous sommes quand même déjà un peu plus rationnels. Non, je veux dire que, j'ai dit tout à l'heure, et là je suis d'accord avec lui, que tout le monde ne se déclare pas candidat à la présidence pour gagner l'élection. Il a pris l'exemple d'un pays qui connaît bien la France. Poutou, quand il se déclare, ne veut pas gagner l'élection présidentielle. Il sait, parce que bon, il y a quand même des analyses, il y a des indices qui montrent que tel ne peut pas, telle que la situation se présente, gagner l'élection qui va se dérouler dans 15 jours, pas dans 10 ans. Donc, il y a des éléments, des indices qui peuvent montrer que c'est mal parti pour un certain nombre de candidats qui ne peuvent pas, dans le contexte actuel, je dis bien, mais bien, plein de choses peuvent se passer d'ici le 7 octobre. Une insurrection populaire peut changer les donnes dans ce pays. Donc, on ne peut pas dire que c'est cuit. On dit c'est mal parti. Première chose. Deuxième chose, sur les 8 candidats, ce qui me surprend, c'est le discours contradictoire de tous ceux qui parlent de la coalition. Je suis le meilleur, j'ai toutes les compétences, j'ai l'expérience internationale, j'ai fait le tour du monde, je connais l'ancien Kofi Annan, paix à son âme, je connais le président, le chef de la chambre du Congrès, etc. Mais je suis ouvert à la coalition. C'est un peu contradictoire. C'est en cela que je dis que la plupart de ces candidats se moquent des Camerounais en réalité. Parce que l'exigence, la demande populaire d'une coalition est si forte qu'ils sont obligés, ces candidats, de jouer avec ça. En disant, j'aimerais bien être dans une coalition, mais en même temps, vous voyez bien que s'il y a quelqu'un qui peut être le challenger de Paul Biya, c'est bien moi. Ces deux éléments ne peuvent pas aller ensemble. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est important de le dire. La candidature forte de Fourni en 92 est la conséquence logique d'un travail de fond sur plusieurs mois. C'est-à-dire que la coalition qui a mené Fourni au pouvoir
est un travail préalable à la présentation de Foundi comme candidat à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, on est exactement à l'inverse de la situation. C'est-à-dire que les gens se présentent candidats avant de penser au phénomène de la coalition, à l'exigence de la coalition. C'est en cela que c'est mal barré. Deuxième chose, ce n'est pas un problème d'ego. Moi, nous n'aimons pas parler de cette histoire d'ego. Pourquoi? C'est normal que quelqu'un dise, je vais être candidat cette année pour construire un leadership dans 3 ans ou dans 10 ans. Je vais être candidat comme celui de Séverin pour montrer peut-être une autre issue du problème camerounais dans la spiritualité, comme le disent. C'est légitime, il ne faut pas le dire. Mais ceux qui disent, je suis candidat pour l'alternance au Cameroun, et qu'en même temps, ils ne voient pas que les conditions réelles, analyse concrète, une situation concrète, ne permettent pas aujourd'hui à un Camerounais aussi beau, aussi intelligent, aussi agrégé, aussi président du plus grand parti d'opposition, à gagner l'élection dans ce contexte-là. C'est ça qui pose problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà. La solution, et si, comme tu es directeur du Messager, il n'a pas, le Manier, par exemple, n'a pas dit qu'il ne sera pas candidat. Il a dit, on n'est pas candidat, mais il faut que l'élection présidentielle soit un élément fort dans le débat. Le débat se fait à partir des programmes. Qu'est-ce que la majorité des Camerounais veulent? Une alternance, oui, mais pas qu'une alternance. Un autre système. Réfléchissons d'abord sur ce système-là. On verra après pour le choix de l'individu. Est-ce que le Manidem va donner un conseil de vote? Justement, nous avons sorti un programme commun de gouvernement qui est une boussole avec un certain nombre de points qui pourraient permettre à bâtir une coalition. Il ne faut pas qu'il y ait nécessairement les 8 contre Paul Biya. S'il y en a 4 ou 5, mais sur un programme, à savoir que voilà ce que nous voulons pour le Cameroun de demain. À ce moment-là, le choix du candidat sera en fonction de l'adéquation de ce programme avec le sien. Si quelqu'un aujourd'hui ne peut pas se prononcer sur le franc CFA, dès qu'on verra ça après l'élection, si quelqu'un aujourd'hui ne peut pas se prononcer sur l'abolition des contrats néocoloniaux qui nous à la France, c'est-à-dire que c'est trop compliqué, on verra après. Si quelqu'un aujourd'hui, comme je l'ai entendu, dit que moi je suis égoïste, c'est-à-dire qu'il soutient un régime sanguinaire qui est en contradiction avec le vent de démocratie et de droits de l'homme, comment voulez-vous que ces différentes personnalités puissent se mettre d'accord alors qu'il y a déjà dans la vision qu'ils ont demain du Cameroun un problème, j'allais dire, inextricable. Je finis en disant la solution serait aujourd'hui que les individus s'effacent sur des programmes. C'est la seule solution. Si c'est comme le prône qui dit, peut-être qu'il croit au miracle, moi je crois pas au miracle en politique, qu'il suffit que 8 personnes se mettent ensemble, 8 personnes, comme a dit Chanon, qui ont pendant 2 ans investi, fait des tours, créé des équipes. Il suffirait d'une réunion, de 2 ou de 3 réunions, pour que les égos s'effacent. Je crois que là, on est vraiment dans la délivrance. Merci à Faustin Dikam qui spontanément a accepté notre appel du pied. Hein. Il arrive là en sapeur-pompier en remplacement des autres invités qui ont eu quelques petits soucis. On espère que du côté de Douala, on mettra sur pied le dispositif nécessaire pour pouvoir avoir en direct de nos studios de Douala Maître Bernard Momo qui s'y trouvait déjà. Faustin Dikam, lui, nous a rejoint. Faustin, bonjour, bienvenue, merci. Bonjour Bouba et bonjour à mon aîné que j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau. Je veux parler de Anicette Ekane, mon très cher aîné, le DP du Messager que je n'ai pas encore vu depuis qu'il a été nommé à ce poste. Voilà.
Vous le revoyez, on vous donne l'occasion de le revoir. On parlait de la nécessité... Peut-être que le DP du Messager ne marche pas beaucoup. D'accord. On parlait de la nécessité d'une coalition pour affronter le président Biya aux prochaines élections présidentielles. Pour vous, que valent les 8 face à Paul Biya? Je crois qu'il faut d'abord dire que la science politique nous enseigne que de tout temps, la politique a été un jeu. Mais un jeu particulier. Un jeu qui n'est pas comme les autres jeux. Mais au regard de ce qui se passe au Cameroun en ce moment, on a l'impression que l'élection présidentielle fait appel à une farce. Parce que lorsque on relit très bien le cadre institutionnel qui régit les élections au Cameroun, lorsqu'on voit ce que le pouvoir en place, le président Biya, a fait depuis 36 ans, et lorsqu'on voit un peu les divisions qu'il y a au sein de l'opposition, on se dit bien qu'on est en train d'aller vers une autre farce. Parce que c'est une élection sérieuse, appelle des gens sérieux. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le président Biya a 8 autres personnes qui vont concourir contre lui. Ben, Anicet Kane le disait tout à l'heure. Il y a un véritable problème. Et c'est même ça qui a découragé beaucoup de Camerounais de la politique ces dernières années. C'est que, en face du président Biya, on n'arrive pas encore, les populations n'arrivent pas encore à déceler un programme véritablement alternatif et réaliste relativement à ce qui est offert depuis 36 ans. C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, on a des programmes en bateau où, comme il a si bien dit tout à l'heure, des gens viennent, ils vous disent, oui, on fera ceci, on ne fera pas cela, on va réduire ceci à cela. Et finalement, les Camerounais ont l'impression qu'ils deviennent carrément un bétail électoral. Or, je l'ai dit tantôt d'entrée, le cadre institutionnel qui régit les élections au Cameroun est tel que si l'opposition actuelle ne se met pas en ordre de bataille et choisisse une seule personne, je vous assure qu'il n'y aura pas match. Il ne faut pas avoir peur des mots. Il n'y aura pas match parce qu'au-delà des programmes, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, il y a que la politique a ses raisons que la raison elle-même ignore. Les Camerounais aujourd'hui sont découragés. Pourquoi? Et quand je parle de découragement, vous allez remarquer par exemple que sur le fichier électoral, il y a moins de 1 million d'inscrits par rapport à 2011. Ça veut dire qu'il y a un réel découragement. Parce que ce qu'ils attendaient, ils ne l'ont pas obtenu. Et puis maintenant, qu'est-ce qui est offert en face? Ils attendaient du pouvoir. En tout cas, peut-être pas du pouvoir, mais aussi de l'opposition. Parce que est-ce que l'opposition, depuis 7 ans, a véritablement joué son rôle de contre-pouvoir citoyen? Ça, j'en doute. Parce que vous avez vous-même vu que on est là en ce moment avec des éternels candidats, avec des gens qui vont singer Macron devant les chaînes de télévision, avec d'autres qui font des caravanes, je ne sais pas de quoi, d'autres qui réunissent 10 000 personnes ou je ne sais pas 30 000 personnes pour, je crois, on dit, pour le bénévolat pendant ces élections, ainsi de suite, mais sans véritablement s'asseoir autour d'une table et proposer aux Camerounais un programme alternatif, réaliste, qui bousculera ce que le RDPC propose depuis un certain nombre d'années. Voilà ce que les Camerounais attendent. Les Camerounais n'attendent pas que des gens viennent leur dire oui, nous allons rendre le... Qu'est-ce qu'on nous a dit? J'ai vu dans un programme qu'on disait que l'aide publique, par exemple, à la communication, à la presse, si celui-là est président de la République, va partir de 300 millions, je crois, comme c'est le cas en ce moment, pour 5 milliards. Bon, moi je me demande comment est-ce que cela va se passer avec tout ce qui se passe au Fonds monétaire international et avec notre économie en ce moment. Donc il y a ce genre de choses où je voudrais dire, comme avait l'habitude de le reprendre un homme politique français, Charles Pasqua, que les discours politiques en réalité n'intéressent que ceux qui les écoutent. Mais les gens qui vont vous voter, en fait, qui vont voter ces candidats-là, attendent quelque chose. Les gens ont besoin de changement, même s'il faut changer avec M. Biya lui-même. On a besoin que quelque chose bouge. Parce qu'on a l'impression que le Cameroun est un pays stable, mais qui stagne, qui ne bouge pas. Et les gens ont horreur de ce que leur pays stagne. C'est pour cela que, lorsqu'on a vu des jeunes arriver, et il faut le souligner, que être candidat même déjà seulement à une élection
comme celle-ci, qui est une élection présidentielle, dans le contexte que nous connaissons, est déjà un acte de courage qu'il faut féliciter. Et pour les plus jeunes qui sont là, c'est même un acte très audacieux. Donc je crois qu'au-delà de ces actes de courage et de ces actes audacieux, l'opposition a intérêt à se mettre ensemble et à trouver un candidat, quitte à, je sais pas, à revoir dans leur programme, dans les programmes, dans leur globalité, ce qu'il faudra faire et ce qu'il faudra servir aux Camerounais dans cette prochaine. Parce que je vous assure que le RDPC, le parti au pouvoir, qui repart là pour 7 ans, a nivelé le terrain. Ça fait 7 ans que Paul Biya est en campagne. Tous les actes qu'il pose, vous-même vous le voyez. Ça fait 7 ans qu'il est en campagne. Ça fait 7 ans que le RDPC s'installe et nivelle le terrain politique au Cameroun. Vous savez que le RDPC aujourd'hui est le seul parti politique au Cameroun qui a des représentations dans tous les arrondissements. Oui. Donc c'est pour vous dire que... C'est son analyse, s'il vous plaît. C'est une analyse, s'il vous plaît. Je n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui, c'est son analyse. C'est vrai que nous sommes un dimanche, mais c'est une analyse, c'est une opinion. Je ne dis pas aux gens d'accepter ce que je dis nécessairement. Mais vous parlez comme journaliste qui doit avoir des faits objectifs. Bien sûr, est-ce que c'est militant objectif? Est-ce que le RDPC n'est pas installé dans tous les coins du Cameroun? Moi, je voudrais savoir où est-ce que votre parti est installé. Mais moi, je dis que comme journaliste, j'ai constaté que le RDPC est installé partout. D'ailleurs, lors des élections de 2011, et ce n'est pas M. Anissé Kani qui le démentirait ici, lors des dernières élections de 2011, il y avait plusieurs bureaux de vote où des militants, des représentants des autres partis n'étaient pas représentés. Est-ce vrai ou faux? Alors, Jean-François Chanon. Oui, bon, moi, je crois que pour avoir couvert comme journaliste presque toutes les élections de l'ère pluraliste au Cameroun, 92, 97, 2004, 2011, je retiens toujours que il y a un problème précis pour unir l'opposition, effectivement. En 92, ça a été possible. L'Union pour le changement avait fait un travail de fond. En 97, ça n'a pas été possible parce que les principaux protagonistes ont dit qu'ils ne vont pas à cette élection-là parce qu'il y avait un ensemble de dupéries, selon eux, qui avait été exprimé tout au long de la mise en place de la Constitution, notamment en 96 et autres. En 2004, on a failli arriver à quelque chose. C'est-à-dire que le SDF et un ensemble de partis, notamment l'UDC d'Adamou Damjoya, avait fait un travail de fond, pratiquement sur 2 ans, jusqu'à ce qu'à la dernière minute, il y ait eu un dysfonctionnement sur notamment le leadership de chacun et ça n'a pas abouti. En 2011, effectivement, tous ceux qui auraient pu amener l'alternative au Cameroun n'ont pas pu se présenter. C'est-à-dire que tout le monde savait que en 2011, Biya ne serait plus là. N'eût été la haute trahison, moi j'appelle ça entre guillemets, qui est arrivée en 2008, le fait qu'on ait subitement, sans une base juridique contestable, changé ce fameux amendement qui limitait les mandats à 2. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on paye le prix de tout cela. Parce que la Constitution aurait pu arriver, parce qu'il y avait déjà eu, et si Anissé a le souvenir, cette trahison de l'UPCK. Souvenez-vous, parce que l'opposition était majoritaire en 92 à l'Assemblée nationale. Quand il y a eu cette trahison de l'UPCK, paix à son âme, qui avait retiré l'amendement, le fameux amendement qui demandait une élection à 2 tours. Donc il y a un problème d'opposition au Cameroun, sincèrement, par rapport à jusqu'où les opposants. Même ceux qui ne vont pas à cette élection, je me dis, à une analyse, et je peux me tromper, qu'ils jouent le jeu du pouvoir. Ils jouent le jeu du pouvoir, ceux qui ne vont pas à cette élection. C'est-à-dire que le jour, ils sont des opposants, la nuit, je n'irai pas ils sont avec le pouvoir. Peut-être inconsciemment, peut-être inconsciemment, on a besoin d'une opposition au Cameroun. On a besoin d'une opposition qui se tolère des leaders entre. On peut construire, l'opposition doit... S'il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus de démocratie. C'est-à-dire que si entre les opposants eux-mêmes, ils se tirent dessus, ils s'insultent, depuis toujours, ça existe depuis 92. Je suis témoin de cela. C'est-à-dire le Manidem, par exemple, n'a jamais su s'entendre avec le SDF. Jamais. C'est-à-dire quand vous entendez, quand il y a laissé parler le Fundi,
ce n'est pas toujours en termes politiquement aimables. Tout à fait. La même chose pour même les gens du SDF. Quand ils parlent du Manidem, c'est en termes d'anciens collabos qui ont des sous-marins au palais de l'unité, etc., etc. Donc, on a un problème d'organisation d'opposition au Cameroun. Si on n'a pas d'opposition, c'est que la démocratie est terminée. Et je termine par là, pour dire que la vraie situation qui aurait pu nous amener à une alternance, parce que c'est souhaité, parce que quand même, je pense que le président a beaucoup travaillé, on peut l'aider aussi à faire continuer le Cameroun sans lui. Et ce n'est pas mauvais de le dire, ce n'est pas le détester que de le dire. Mais je dis que ceux qui auraient pu même se présenter et qui ont le profil, par expérience, dans le système, etc., ne se sont pas présentés. Ce sont les barons du système eux-mêmes, qui au lieu de s'émanciper déjà, oui, c'est arrivé, même malgré la brutalité du système. On a vu ça au Sénégal. Macky Sall s'est émancipé de Wade. Il a réussi à gagner l'élection présidentielle. Hein? Ça arrive dans d'autres pays où quelqu'un est du système, il dit que moi je vais m'émanciper du système parce que je ne suis pas d'accord sur tel, sur tel, sur tel. Or le problème est que le leadership même du président Biya, il est remis en cause en ce sens que c'est à travers ces barons du régime là qu'il existe aujourd'hui. Parce qu'il a su mettre des fondements où personne ne doit réagir, personne ne doit s'émanciper. Mais ça fait aussi l'affaire de ces barons, parce que tant que Biya est là, non, mais ça ne fait donc pas l'affaire du Cameroun, qui a besoin d'une alternance. Parce que ces barons, parce que celui qui a essayé de s'émanciper, c'est le professeur Titus Edouard, qui l'a essayé clairement. Et ça l'a rattrapé tout de suite parce que le système le contrôlait encore. Or, celui qui, quelques mois ou un an avant lui, qui était du système, qui a voulu fortement s'émanciper et ébranler les gens, c'était Aïssi Vodor. Le système ne le contrôlait pas. Bon, Dieu l'a rappelé aussi brusquement que possible, aussi curieusement que possible. Il est parti. Mais dans le système, ceux qui ont le profil, ceux qui pensent pouvoir... Vous savez, toute la répression qui est tombée sur un groupe supposé G11. Vous avez vu toute la répression qui est tombée sur ces gens-là. Bon, mais j'ai dit qu'aujourd'hui, on a besoin d'une opposition. Parce que sans opposition, on aura justement ce genre de problème où on a les poubelles partout dans la ville, où pour entrer à l'ENAM, il faut être proche des gens d'eux. Pour faire ceci, pour faire des gars, et que la plupart des Camerounais aujourd'hui se sentent abandonnés parce que le système... Le problème du leadership construit du président Biya, c'est que on ne le voit par exemple pas dans les quartiers. Comme on voit Kagame quelque part en train de discuter avec les gens, je ne sais pas trop où, je ne sais pas trop où. Et nos opposants aussi ont tendance à nous fuir, à fuir les plateformes simples des gens, où là où des gens discutent des choses de l'avenir, de leur propre avenir. Sam Severin Ango, à écouter les uns et les autres, la véritable coalition ne viendrait pas de l'opposition. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt le peuple qui devrait faire une coalition pour pouvoir remporter à l'issue de ces élections? Tout à fait, Bouba. Le peuple nous écoute et je crois que le Cameroun n'est pas fait que de gens qui ne comprennent pas. Au contraire, on est fait de gens intelligents. Aujourd'hui, je vais d'ailleurs corriger sur les chiffres rendus publics par Elections Cameroun. Ce n'est pas ici le lieu de dire que les Camerounais sont découragés par la chose politique. Les véritables chiffres, en réalité, ne nous ont pas été proclamés. Tout se passe comme si on fait tout pour bloquer le corps électoral à un peu moins de 7 millions. Vous savez, nous avons affaire au Cameroun à un président qui est totalement illégitime, hein, c'est-à-dire qui est élu avec un peu moins de 3 millions de personnes. Et quand nous savons que nous sommes un peu plus de 23 millions aujourd'hui au Cameroun, je pense que ça fait bel et bien les affaires de ceux-là qui veulent voir perpétuer leur règne. Je crois qu'il est malsain et injuste de dire que les opposants ne valent plus rien et qu'ils ont intérêt à se regrouper et que finalement le RDPC a la possibilité de tout emporter parce qu'il est représenté un peu partout au-delà du Cameroun. C'est vraiment à voir. Je comprends que M. Njikam, comme il n'était pas là au départ, j'ai fait une analyse pour dire que la présidentielle, ça concerne le destin d'un homme avec son peuple en réalité. Donc rien à voir avec les représentations dans les municipalités et autres sous-sections dans des quartiers un peu partout. Quand j'ai dit cela, il faut quand même qu'on ait un tout petit peu de respect pour ceux qui ont le courage d'y aller. Parce que, figurez-vous, M. Njikam, rien n'impose
à ceux qui sont aux affaires de tout faire pour confisquer la nation, pour capter l'essentiel des richesses du pays, comme l'a dit Jean-François Chanon tout à l'heure, concernant l'accès aux grandes écoles, par exemple. D'où vient-il qu'au Cameroun, il suffit d'être le fils de Timé-Vouna, l'enfant de Betty Assomon, l'enfant de Mebengo, pour avoir un accès facile à l'ENAM. Vous savez, les pratiques qui sont celles régulières et récurrentes, bien connues du PAN, Monsieur Cavaillé-Yégué-Dibré, dans cette matière-là, en matière d'accès de ces enfants dans les grandes écoles. Ce n'est pas normal dans un pays comme celui-ci. C'est pour cela que, poursuivant, pour revenir à votre question, Bouba, sur la nécessité forcément qu'il y a à se regrouper aujourd'hui, nous disons que la politique des partis a échoué. Pourquoi? Parce que regardez la déclaration formulée par le bâtonnier Mouna cette semaine, qui rappelle qu'en 92, ce sont les hiérarques du SDF qui avaient refusé qu'il puisse déposer le recours en annulation de l'élection. Ça voudrait donc dire que c'est le SDF lui-même qui avait validé le hold-up électoral du RDPC. C'est ce que ça veut dire entre les lignes finalement. Ça veut donc dire que le principal parti de l'opposition au Cameroun n'a pas voulu faire en sorte que le recours a effectivement il a été déposé et retiré. Il a été déposé et retiré à la demande des gens du SDF. C'est ce que je veux dire. Donc le SDF n'a pas voulu qu'on proclame qu'ils ont gagné l'élection. Quid de l'UNDP? Bello Bouba Maïgari aujourd'hui, Premier ministre, ministre d'État depuis les années 80, il est toujours aux affaires. Qu'est-ce qu'il nous rapporte? Ministre d'État en charge du tourisme aujourd'hui, sur la base d'une alliance factice. À quoi nous sert Amadou Moustapha dans le gouvernement? Ministre chargé de mission. Celui-là, on entend parler de lui qu'en période électorale. Hein? La NDP nous sert à quoi? Le FSNC est également partie prenante d'une alliance. Donc, on vous laisse l'occasion de régler ces comptes-là. En réalité, non, je rappelle simplement des choses qui sont connues. Ce sont des constatations de journalistes qu'on peut faire au-delà de mon appartenance. C'est-à-dire que ces partis, y compris l'UPC, même du temps de Frédéric Kodok, hein, qui a fait également, je veux dire, des tours de passe-passe avec les gens du pouvoir. Donc tous ces gens-là n'ont pas permis à ce que le Cameroun puisse bénéficier d'un meilleur destin. Parce que on est toujours dans l'aplaventrisme au Cameroun. On est toujours dans une politique finalement alimentaire. Tout le monde ne se soucie que de ce qu'on va lui reverser en termes de rétribution. Et c'est ça le danger camerounais, parce que M. Biya a bien connu, il a bien su que le Cameroun est un pays où on fonctionne que par les prébendes. On parle de quelqu'un, M. Njikam, qui n'est même pas là, il a encore fait un voyage. Le président Biya, il est candidat, vous l'avez vu sur le terrain, il n'est nulle part. Tout ce qui s'active à faire... La campagne n'a pas encore commencé. Vraiment, vous dansez plus vite que la musique. La campagne n'a pas encore commencé. Monsieur Maurice Kamto et tous les autres... Est-ce que la campagne a commencé? Cher monsieur, je n'ai pas été mandaté par M. Biya de venir le défendre ici. Je viens ici comme journaliste. C'est vous qui venez ici là sous la bannière d'un parti politique. Le candidat du RDPC, nulle part. Ceux qui s'activent à faire des collectes d'argent et des mobilisations dans leurs différents villages, ils le font pour eux. Monsieur Yébéa ici, il est ministre depuis qu'il a 35 ans. Donc il a tout intérêt à ce qu'il puisse rester. Oui, mais qu'est-ce que vous proposez alors? Qu'il puisse collecter de l'argent. Donc les gens font la campagne pour préserver leurs petits intérêts. Et je termine avec quelque chose qui... Parce que tout à l'heure vous avez évoqué... Peut-être avant de terminer, permettez que je vous relance sur cette question, parce que vous avez fustigé les uns et les autres à travers vos propos. Mais qu'est-ce que votre candidat propose concrètement pour faire la différence pour le bien-être des Camerounais? Tout à fait, mais vous allez me rappeler qu'on n'a pas encore commencé la campagne. Mais notre candidat président, je vous ai dit qu'il a un profil totalement différent. C'est un changement de paradigme. Le Cameroun, c'est pas compliqué à gérer, cher monsieur. Il s'agit simplement de mettre chacun à sa place. La politique des réseaux doit cesser. C'est-à-dire qu'on ne veut plus avoir d'un Cameroun où, parce que vous êtes le DGSN, vous désignez un de vos beaux-frères pour diriger le garage de la police nationale alors qu'il n'a pas de profil pour ça. Il faudrait qu'on ait un Cameroun où il n'y a plus des combines à tout bout de champ. C'est ça la réalité du Cameroun d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut changer de mentalité totalement. Notre candidat arrive pour dire qu'il ne va pas gérer le Cameroun avec des étrangers. Ce sont les mêmes personnels qui seront utilisés. On va simplement remettre chacun à sa place pour que le travail soit bien fait. Je dois rappeler que Franklin Difford a une très belle formation en matière d'ingénierie dans les grandes écoles en Finlande et en Europe. Il a fait le tour du monde. Donc sa vocation de pasteur est arrivée sur le tard. Donc il sait ce qu'il y a à faire. C'est un intellectuel bien connu. Vous aurez le temps de le recevoir sur un de vos plateaux ici. Donc je vous dis simplement qu'aujourd'hui le problème du Cameroun, c'est pas au niveau des programmes. Monsieur Njikam, vous avez dit tout à l'heure que les opposants n'ont pas réussi à proposer un beau programme. Voici monsieur Anissé Kane sur ce plateau. Est-ce que le problème du Cameroun, c'est au niveau de tout ce qu'il va falloir formuler sur du papier, parce on est un pays d'intelligence et d'experts, en réalité, qui font des évaluations.
Le problème, c'est au niveau de l'implémentation. Parce que même le parti au pouvoir a un très beau programme, mais ils n'ont pas réussi à bien l'implémenter. Pour le libéralisme communautaire, rigueur et moralisation, on en est où aujourd'hui? Le résultat, c'est un vrai désastre en matière de rigueur et en matière de moralisation, dont le problème n'est pas là. Okay. Donc nous disons qu'il faut d'abord aller rappeler aux uns et aux autres que faites attention, si vous êtes aux affaires, je peux terminer, parce que M. Chanon a parlé longtemps. Allez-y, terminez. Si vous êtes aux affaires et que vous héritez, par exemple, d'une fonction de SGPR, on dit que vous êtes le tout-puissant de la République, ça ne vous donne pas le droit de vous enrichir de façon ostensible. Parce que la plupart de ces gens sont des enfants de pauvres, des enfants de paysans. Quand ils héritent du pouvoir, un pouvoir pour lequel Ernest Wanzi, monsieur Ekane, vous étiez là quand il a été décapité. Tous ces gens qui sont tombés, ils ne l'ont pas fait pour que des voyous arrivent pour hériter d'un pouvoir qu'ils ne peuvent pas bien gérer. Ok, merci Sam Séverin Ango, vos propos vous engagent. Ça m'engage, je le précise d'ailleurs. Mais je voulais quand même relancer Anissé Ekane sur la possibilité de l'opposition de pouvoir faire une coalition. Au moment où on parle de plus en plus d'une coalition de l'opposition, eh bien, on retrouve une coalition de l'opposition qui vient plutôt s'agreffer contre le régime en place, le G20. Que vaut le G20 dans cette élection présidentielle? La question qu'on aborde là, c'est faut-il absolument une coalition pour Balbia? Ce n'est pas la campagne. La question est, faut-il absolument? C'est la question à laquelle on doit répondre. Bon, avant de revenir rapidement dessus, je vais quand même dire à Chanon la déclaration que nous avons faite le 17 juillet. Ce qui pose un problème au Manilem, c'est la vacuité des candidatures. En examinant même à la loupe les programmes et les déclarations des différents candidats, nous ne voyons aucune différence de nature à justifier une telle inflation de candidats. Et on finit, pour répondre à votre question, le Manilem n'aura donc pas de candidat. Nous aurions pu, comme certains, marchander par des artifices de toutes sortes, une investiture. Cette attitude aurait pu renforcer l'idée selon laquelle les hommes politiques pensent avant tout à leur carrière politique, à leur promotion. Donc ce n'est pas pour aider le chef de l'État. C'est justement une attitude pareille est de nature, devait être de nature à pousser les gens à sortir de la promotion personnelle. Mais pourquoi vous occupez les autres? Occupez-vous de vous-même. C'est-à-dire que c'est votre... enfin, quand on fait de la politique, j'imagine, quand on a un parti politique, c'est pour prendre le pouvoir. Voilà la différence. Peut-être que la... voilà la différence je dis, oui. Je peux me tromper. Oui. Par rapport à la position du Manidem. Oui. Mais je me pose des questions. Parce que d'une manière ou d'une autre, dans un passé, j'ai pu avoir la sympathie, et j'ai peut-être la sympathie encore pour le Manidem. Oui. Et peut-être que il y a comme d'autres au Cameroun qui se disaient qu'ils votent Manidem tout le temps. Et qui se disent, mais attendez, c'est pas suffisamment explicité pour dire que, bah, écoutez, on ne peut pas aller à cette élection présidentielle pour telle raison, pour telle raison. Mais maintenant, prendre le contre-pied, notamment des autres opposants, d'autres partis politiques, qui ont pris le courage, entre guillemets, de se dire, nous, on va à cette élection présidentielle, et commencer en ce moment à fragiliser cette candidature de l'opposition, alors qu'on est tous de l'opposition, me paraît quelque peu jouer le jeu du pouvoir. Alors, je dis, je peux me tromper, là, mais on n'est pas tous amenés à avoir la même pensée politique dans l'opposition. C'est vrai. Mais je me dis que... On n'est pas non plus obligé de se regrouper forcément pour qu'il y ait une seule candidature. Non, moi je dis que de manière réelle, on s'est dit que ben, là, il y a un problème, que le Manibem aurait pu simplement se taire. Je dis, nous, on ne participe pas à cette élection, ça ne nous intéresse pas. Mais pourquoi maintenant se dire que on va juger les programmes des autres alors qu'on n'est même pas partant. Parler de Jean-Jacques Voilà, ça dit qu'il y a un problème. Justement, peut-être que ça n'a pas bien compris. Oui, ça je l'admets. Je l'admets que je n'ai pas bien compris. Ce qui fait la différence entre nous peut-être avec les autres. Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la promotion du Manilem, c'est le pays. S'il faut avoir une attitude qui puisse permettre à ce qu'on arrive à l'alternance, mieux vaut ne pas aller faire la promotion du Manidem. Personne n'a dit de faire la promotion du Manidem. C'est-à-dire le Manidem doit prendre le pouvoir. C'est l'objectif principal, changer le système. Ce que j'ai toujours compris. Mais ça ne veut pas dire que
Je vais vous laisser parler Oui, tout à l'heure. Mais je dis, c'est une question. Oui. Parce qu'on répond à une question. Oui, mais Pourquoi y a-t-il pas, est-ce qu'il y a-t-il possibilité d'une coalition face au président qui est en place? Oui. Et on est en train de poser cette question. Le Maniman dit non, nous, on ne va d'ailleurs pas cette élection. Parce que maintenant, on examine les candidatures de cette opposition-là. On trouve que les programmes, là, sont d'une vacuité réelle. Si je caricature, oui, et que ça ne nous va pas. On s'est dit que si on est de l'opposition, si on ne va pas à une élection, la moindre des choses, c'est qu'on ne fragilise pas l'opposition. Ok, d'accord. Voilà. Là, vous allez permettre qu'il puisse aussi... Cela veut dire ceci. Les Camerounais demandent une coalition d'une opposition. Et nous examinons les programmes des différents candidats. Nous voyons qu'il n'y a aucune différence fondamentale qui peut justement justifier la pléthore de candidats. On répond aux Camerounais en leur disant, cela veut dire que ce qui fait problème aujourd'hui, qu'il y ait autant de candidats, ce n'est pas parce que les candidats sont différents, c'est parce qu'à la limite, l'objectif de l'alternance ne fait pas partie de leurs objectifs. Parce que sinon, des gens qui sont pratiquement d'accord, comme le chapelet de récrimination que fait Séverin, c'est le même. Le diagnostic qu'on fait du pays est le même. Nous, on a un programme de rupture. Ce n'est pas le cas des autres partis. On peut comprendre qu'on ne puisse pas s'entendre. Nous disons, tous ceux qui sont là sur le champ politique, leur programme ne diffère pas. Qu'est-ce qui fait donc en sorte qu'ils ne puissent pas aller ensemble? Cela veut dire que ce n'est pas l'intérêt du pays qui les anime. Et on n'est pas les seuls. Même les Camerounais ont la même analyse. Qu'est-ce qui fait en sorte que, l'UDC, le SDF, le MSC ne se mettent pas ensemble? Est-ce parce qu'ils ont le programme radicalement différent? Non. C'est quoi? Les égoïsmes. Nous disons, notre programme de rupture, on se met à côté, mais on sort un programme commun du gouvernement qui peut mettre d'accord un certain nombre de candidats de l'opposition et arriver à une coalition. Ce n'est pas faire le jeu de pouvoir, bien au contraire. C'est permettre à ce que l'appel des Camerounais soit entendu et implémenté par ce rassemblement. Alors, sauf si vous pensez que, comme tout le monde, il faut faire des marchandages pour avoir une investiture, récolter 30 millions et avoir la possibilité de se pavaner dans tout le pays pendant 15 à 20 jours. On peut jouer les matchs de classement. Nous ne sommes pas... C'est pas sérieux. Voilà. Nous pensons que c'est plus sérieux de débattre des programmes politiques, de l'avenir du pays, de comment se mettre ensemble, que de faire chacun son petit cinéma pendant un mois ou 15 jours. Alors, Fossé Ndika, moi je vous pose la question autrement. Tout à l'heure, Anissé Kane n'a pas répondu à ma préoccupation. Le G20, on se serait attendu que le G20 apporte ses voix aux partis d'opposition. Le contraire, c'est que ces hommes... Dans le préambule, ils ont fait un choix. Dans le simple préambule, comment le G20 a fait son choix. Comment justifier, comment comprendre cela? Mais écoutez, chacun est libre de ses choix. Nous sommes en politique. Ils ont choisi de soutenir le parti au pouvoir qui a aussi un candidat à cette élection présidentielle. Libre à eux. Mais notre problème ici, je crois que c'est là où il faut revenir à la question fondamentale. Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait une coalition de l'opposition pour pouvoir challenger M. Biya le 7 octobre prochain? Moi, je dis oui. Je dis oui simplement parce que lorsqu'on voit un peu l'armature politique de ceux qui vont animer cette élection présidentielle, on se rend bien compte qu'il y a quelques anciens, il y a des nouveaux, vraiment des non-nèmes, hein, comme on peut dire, qui arrivent là, on les découvre juste comme candidats à une élection présidentielle dont on n'a jamais vu rien faire sur le plan politique nulle part. Il y en a. C'est pas la sorcellerie. Voilà. Et moi j'ai l'impression que effectivement, les gens font de la farce. Et je voudrais rappeler à mon brillant confrère Sam Séverin Ango sur ce plateau que j'ai connu sur d'autres terrains que le discours politique, c'est pour se faire entendre. Le discours politique ne s'accommode pas d'un reportage d'un match de football. Sinon, on ne va pas se faire entendre. Les gens sont libres de donner de dire ce qu'ils veulent. Et maintenant, quitte à vous,
Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus journaliste. Vous êtes sur ce plateau comme un homme politique. Et j'aimerais très bien entendre. Oui, vous êtes un homme politique. C'est tout à fait normal que je comprenne votre attitude partisane. Non, je n'ai pas donc, de leçons. C'est pour vous dire que... Voilà. Non, je ne vous donne pas des leçons. Ce n'est pas, je ne donne pas des leçons. Moi, je ne suis pas dans un parti politique. Moi, je suis encore journaliste. C'est pas un débat Je suis encore journaliste. S'il vous plaît. C'est vous qui avez commencé avec des leçons. S'il vous plaît, vous allez permettre à M. Ndikam de développer. Donc, je voudrais qu'on soit plus poli sur ce plateau. On me fait souvent le reproche de prendre la parole à tort et à travers sur les plateaux de télévision. Je n'aimerais pas qu'on me le refasse aujourd'hui. Donc j'étais en train de dire que l'opposition camerounaise, jusqu'à présent, a autant déçu que ce qu'elle-même elle reproche à d'autres aujourd'hui. Pourquoi? Lorsque, pour ceux qui ont couvert les principales élections présidentielles, comme Chanon qui est ici depuis 92, on se rend bien compte que on a affaire à une opposition qu'on ne découvre qu'au moment des arènes, des joutes politiques. C'est-à-dire qu'on ne voit pas des gens se préparer durant des années sur le terrain à venir à cette élection présidentielle. Moi, j'ai des exemples. Je ne voudrais pas citer les noms des partis politiques ici pour ne pas frustrer les uns et les autres. Il y a des partis politiques qui seront à cette élection le 7 octobre prochain, dont on a vu les présidents ressortir que par rapport à cette élection présidentielle. J'en ai dans mon environnement sociologique immédiat. Donc c'est pour vous dire que si les Camerounais, si l'opposition ne se met pas en ordre de bataille, je leur ai dit, c'est que cette élection ne vaut même pas la peine. Parce que ça va être... le RDPC va faire un raz de marée. Simplement pourquoi? Parce que l'opposition aura émietté le peu d'estime qu'ils ont dans des divisions assez inutile. Vous savez, lorsque Anissé et Kane parlaient de leur déclaration tout à l'heure, il y a quelque chose que j'ai retenu là-dedans. Il y a une phrase que j'ai retenue dans ce que vous avez dit. Cette union, est-ce que l'union de l'opposition, c'est seulement lié à des programmes? Est-ce que ces membres, ces représentants des partis politiques qui vont se retrouver le 7 octobre prochain à l'élection présidentielle ont forcément des programmes différents, mais quitte à les mettre en musique pour pouvoir challenger le principal candidat qui est déjà au pouvoir depuis un certain nombre d'années? C'est tout ce que le peuple demande en réalité. On ne fait pas la magie. Parce que les gens vous diront, oui, ce n'est pas... Il y a un président qui est là et qui est illégitime. Mais la légitimité, c'est par rapport à quoi? On peut avoir 500 000 électeurs et quelqu'un est voté est élu avec 150 000 ou 200 000 électeurs. Il est légitime. Nous avons combien d'électeurs en ce moment? Moi, je vous dis que relativement au nombre, aux chiffres que nous avons eus en 2011, on a moins de 1 million, on a 1 million de moins qu'en 2011. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain désintérêt de la politique lié au fait qu'à un moment donné, et quand vous êtes là, en 92, vous saviez comment le peuple camerounais s'est levé pour soutenir l'opposition. Où est ce peuple-là aujourd'hui? Et où en est-on avec cette opposition aujourd'hui? Alors, les gens viennent simplement, et l'autre le disait, parce qu'ils ont des problèmes purement alimentaires. Nous avons vu qu'il y a des gens qui se sont mis du côté du parti au pouvoir, justement parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas assez de militants, mais ils peuvent obtenir des postes de responsabilité et les garder pour eux. Et vous avez remarqué que ces partis politiques, nombre d'entre eux ne sont même plus allés à cette élection présidentielle. Ils ont préféré se déclarer comme ceux qui vont soutenir la candidature du président Biya. Si on continue à faire la politique comme ça, on n'y arrivera nulle part. Le Cameroun a besoin d'une nouvelle classe d'hommes politiques qui proposent des programmes sérieux et réalistes aux Camerounais, qui puissent être alternatifs à l'offre qui est là en ce moment, ce que le monde dénonce. Alors le problème n'est pas au niveau des programmes, le problème c'est au niveau des hommes qui animent ces partis d'opposition. Le problème c'est au niveau des hommes, c'est-à-dire les vous là, qui animez ces partis d'opposition. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble? Qu'est-ce qui est difficile dans cette affaire à se mettre ensemble? D'accord. Alors, Sam Séverin, il reste 2 minutes sur cette question. Vous allez prendre une aussi pour Jean-François Chanon sur cette question. Anissé Kane va certainement prendre la parole pour le second thème. Alors, visiblement, il n'y aura pas de coalition, ou alors, même s'il y aura une coalition,
ce ne sera pas une forte coalition pour pouvoir vaincre le président Paul Biya? À la question fondamentale qui a été posée dans la thématique de ce sujet-là, est-ce qu'il est utile que la coalition puisse se former? Nous disons non, nous l'avons déjà dit, parce que toutes les démonstrations qui ont pu être faites là-dessus ne sont pas de nature à attester de ce qu'il faut nécessairement que toute l'opposition réunie, y compris tous ceux qui sont en face du président Biya, parce que moi je vous ai dit que le président sortant, qui est le représentant du parti État, lui également a des comptes à rendre. À lui, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il ne fait pas preuve d'une certaine objectivité, d'une certaine, j'allais dire, honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, le problème camerounais, on va le voir dans le deuxième sujet tout à l'heure, c'est au niveau de son système institutionnel également. On ne peut pas avoir un pays où tout est fait simplement pour faire en sorte que le chef de l'État, président de la République, soit la clé de voûte de tout le système. Conséquence, je peux comprendre ceux qui pensent aujourd'hui que les dés sont pipés, mais le président de la République n'est pas imbattable, cher ami, monsieur Faustin Djika. Maintenant, ce n'est pas ce qu'on a dit. Il n'est pas imbattable, même dans les conditions actuelles. Nous disons. Il peut être battu, et nous rappelons simplement que c'est dans la conscience individuelle de chaque Camerounais qui aura la possibilité d'aller voter, parce que cette année, c'est une occasion extraordinaire où le peuple camerounais a la possibilité finalement de choisir son président par voie d'élection. Et il va donc falloir que les uns et les autres qui sont mobilisés puissent non seulement aller voter, mais également surveiller les votes. Pour qu'il n'y ait pas, parce qu'il y a toute une batterie de fraude qui est mise en place. Anissé Kané, en une minute. Je veux dire que bon, Sam Séverin, il a aujourd'hui le mérite d'être clair pour son candidat, que la coalition n'est pas indispensable. Mais moi, ce que je fusille, c'est ceux qui disent qu'il faut la faire en faisant tout pour qu'elle ne se mette pas en place. C'est ça. C'est ça le problème. Il vaut mieux dire, comme Séverin, que nous, on n'a pas besoin de coalition, on fait confiance. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de sincérité dans le rang de ceux qui disent qu'il faut faire une coalition, mais ils ne le font pas. Parce qu'on ne peut pas en même temps dire je suis ouvert à la coalition et dire que c'est moi le meilleur. Pas de coalition sans moi. Ça veut dire qu'on joue avec cet appel du peuple. Il vaut mieux dire comme Séverin qu'on n'en a pas besoin. Les Camerounais vont nous choisir parce qu'on a une spiritualité qui va leur convenir. Moi je dis, c'est mal parti. Mais comment rattraper? On ne peut le rattraper que si on fait fi des individus et qu'on se cantonne à proposer ce que sera le Cameroun de demain. C'est en cela que notre programme minimum de gouvernement de 15 points peut être utile à l'agglomération de candidats à la présidence de la République. Jean-François Chanon, on passe directement au second thème, Mali. Juste une minute avant de passer au second thème, parce que je crois quand même que je peux dire quelque chose par rapport à cette possibilité ou non de coalition. Je me dis quand même que ça, je peux emprunter, même si je ne le sais pas, peut-être d'un politologue en herbe qui pourrait dire ceci. Exactement. Moi, je pense qu'il y a, dans les 8, il y a 5 contre 3. Il y a 5 contre 3. C'est-à-dire, il y a 3 qui peuvent ne pas s'entendre, qui ne vont jamais s'entendre, qui ne vont jamais accepter d'aller de l'autre côté parmi les 5. Simplement pour ceci. Parce que Adamou Ndamdjoya, le docteur Adamou Ndamdjoya, le ministre Gaga et le pasteur, M. Ndifor, sont chacun, en tout cas, ont une espèce, ils ont construit chacun, comme je disais au début, un leadership précis. C'est-à-dire que le docteur Adamou Ndamdjoya dira que moi j'ai de l'espérance à ce qui concerne l'élection présidentielle, c'est vers moi qu'on doit venir s'il y a une coalition. Gaga dira la même chose. Et les autres 5, donc maintenant, le pasteur, lui, il a tracé son chemin. Il a dit, moi j'y vais, j'ai mon programme, j'ai ceci, moi je vais jusqu'au bout. Donc pas de coalition, chacun se débrouille, on se voit à l'arrivée. Donc maintenant les autres 5, il y a la possibilité de se parler encore, mais c'est trop tard pour moi. C'est trop tard, on aurait dû le faire avant. Mais comme je l'ai dit... Il ne faut pas oublier que le SDF dit qu'il est comme un avion et que ce sont les voitures qui viennent entrer dans l'avion et non l'avion qui entre dans la voiture. C'est ce que je dis donc. Le SDF ou rien, c'est ce que ça veut dire. Maintenant. Ils auraient dû se parler très longtemps avant. C'est-à-dire sans que chacun se soit déjà déployé. Mais ils ont, voilà, les 5 peuvent se parler effectivement. C'est-à-dire le professeur Kamto, Joshua aussi, Akeremuna, Cabral Libi, pour ne citer que cela.
peuvent quand même se parler. Ils se parlent même déjà. Oui, d'une manière ou d'une autre. Oui, Cabral est pour une coalition. D'une manière ou d'une autre. Matomba est déjà avec le MRC. Voilà. Donc, ce qui fait que il y a un problème, c'est que c'est trop tard. C'est-à-dire que on ne peut plus parler véritablement. Il y aura peut-être une coalition à 2 contre 8. Il y aura certainement une coalition à 3 contre 7. Oui, contre le reste. Mais moi, je pense personnellement que c'est un peu tard. Bon, voilà. Maintenant, si vous parlez de en tout cas, moi, je pense que l'opposition, en ce moment, travaille pour l'élection du président Biya. Sans coalition ni mutualisation, ils n'y arriveront pas. Mali, République démocratique du Congo, enjeu et leçon de la présidentielle. Je commence par vous, Anissé Ibrahim Boubacar Keïta, réélu après une élection à 2 tours. Peut-on parler d'un exemple de démocratie de ce côté? Oui, la démocratie, c'est toujours en valeur relative, c'est pas en valeur absolue. C'est-à-dire qu'elle est plus ou moins, le processus est plus ou moins avancé dans un cas comme dans un autre. Je crois qu'au niveau du Mali, indépendamment des conditions réelles de l'élection, c'est-à-dire une partie du territoire qui n'a pas voté, le fait déjà qu'il soit dans une élection à 2 tours est une avancée importante. Dans ce sens que ce système d'élection à 2 tours permet une pléthore de candidats au début et une agglomération, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour cela qu'il vaut mieux réfléchir avec les données qu'on a. Lénine disait une analyse concrète d'une situation concrète. Pas dire que s'il y avait 2 tours, on aurait gagné. Il faut aujourd'hui mettre en place des stratégies compte tenu de la situation qu'on a dans le pays. Au Mali, c'était possible il y a 2 tours. Bon, on peut contester le fait qu'une grande partie du territoire n'ait pas participé à l'élection, mais au moins, les conditions étaient remplies pour que l'opposition puisse faire une alternance, parce qu'il y a eu une agglomération de candidats. Peut-être que si l'élection avait été étendue sur l'ensemble du territoire, il sera arrivé. Parce que je soupçonne un peu, sinon beaucoup, la France d'avoir tout fait pour que justement l'élection se cantonne dans une partie du territoire que bon, la France contrôlait assez correctement. Jean-François Chanon, IBK peut-il contribuer à ramener la paix au Mali, surtout quand on sait que ce pays est quasiment divisé en 2? Est-ce que sa réélection... Par affection, je ne peux, étant un peu me situant comme une intellectuel de gauche, par affection, évidemment, je n'ai pas la tendance à peut-être critiquer IBK parce que c'est un camarade que je connais particulièrement. Je le connais personnellement. Quand il était Premier ministre, je lui ai fait des interviews et je l'ai retrouvé au Mali avant qu'il ne soit président, etc. Mais je pense que ça a été difficile, l'héritage qu'il a géré. Très, très difficile. Et je suis compréhensif un peu. Même si je ne suis pas d'accord, et là je rejoins Ekane Anissé, par le jeu qu'a joué un peu la France. Parce que le fait que Macron ait félicité immédiatement, avant même la fin du processus électoral, le président sortant, me paraît assez suspect. Et vous savez, c'est difficile de gouverner un pays qui est pratiquement divisé. Je ne vous conseille pas. Moi, j'étais à Gao il y a 2 ans. C'était un risque. Tous mes amis à Bamako me l'avaient déconseillé. La même chose quand on a essayé d'aller à Kidal. Tout le monde m'a dit, tu ne reviendras pas. Parce que tu es avec d'abord des Occidentaux, mais on te confondra et puis, bon, voilà. Ce ne sera pas possible. Donc, là-bas, il est presque difficile de croire qu'il y a eu une véritable élection. C'est assez difficile. De gouverner un pays comme ça, ce n'est pas facile. Bon, maintenant, il y a le rejet total. Le docteur Soumaïli Cissé a rejeté pratiquement le résultat. Donc on est en train d'aller dans un conflit pratiquement post-électoral, dans une situation de conflit, d'insécurité déjà dans le pays. Qu'est-ce que ça va renfermer demain? Ce sera très difficile à vivre. C'est un pays que j'aime beaucoup puisque je le connais assez bien. Donc j'y ai d'ailleurs beaucoup d'amis. Et je pense que le président IBK a certainement la possibilité d'entrer dans l'histoire par rapport à la possibilité de dialoguer avec son challenger du 2e tour. C'est-à-dire la possibilité de se rencontrer déjà pour se parler et se dire que bon, qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme celle-ci? Faut-il continuer à créer un autre pôle de conflit
parce que ce bail a quand même un fief assez important. Tout ça au pays d'Ogon, au pays Mopti, à Mopti et tout ça partout, il a un fief électoral assez important. Donc, ou des gens, vous voyez très bien les reportages de nos confrères dans les télévisions étrangères, même camerounaises, qui disent que nous sommes déterminés à défendre la victoire de notre candidat. On entre donc dans un cycle de conflit post-électoral que je ne souhaite pas ici en 7 octobre. Alors, Sam Séverin Ango, nous partons maintenant du Mali pour la République démocratique du Congo. Kabila a renoncé à se présenter pour un prochain, pour un autre mandat. Pour vous, c'est un acte héroïque de Kabila ou il a été simplement contraint? Disons que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, c'est complètement différent au niveau des mentalités. Nous avons le malheur d'avoir des dictatures et des dynasties qui veulent se perpétuer aux affaires pour le compte de la sous-région Afrique centrale. Ce n'est pas le cas de ce qui se vit là-bas. Au-delà du Mali, il y a le Sénégal, Bouba. Je suis régulièrement allé, moi, à Dakar, au Sénégal. Et à l'époque, en 2007, il y avait là-bas un concept intitulé la génération du concret, mis en place par l'ancien fils Karim Wade du président, même si on lui a reproché beaucoup de choses. Mais ce concept-là a quand même débouché sur un ensemble de réalisations en termes d'infrastructures routières et de plein de choses qui ont été respectées. Là-bas, on respecte la parole donnée. Ce n'est pas le cas ici chez nous. Ceux qui ont occupé les mêmes fonctions, c'est-à-dire qui peuvent être des enfants ou des neveux du président, les Dieudonné Voumekou, les Mekouloum Vondor et autres qui sont bien connus, à qui le président Vondor Ayolo Samuel a fait beaucoup confiance, ils n'ont pas produit les mêmes résultats. Vous voyez, au niveau des mentalités, vous parlez de la RDC aujourd'hui. C'est vrai, M. Kabila, on peut s'en féliciter. Au dernier moment, il a été obligé, mais il a voulu se perpétuer. Mais je voudrais beaucoup plus convoquer le cas du Congo-Brazzaville avec la dynastie de M. Sassou Nguesso. Il est parti, il est revenu. Il n'entend pas céder le pouvoir. Au Gabon, c'est pareil. M. Omar Bongo a été obligé de mourir aux affaires pratiquement. Aujourd'hui, celui qui lui a succédé a été élu par 2 fois de façon totalement irrégulière. Donc simplement, au niveau du système électoral, en Afrique de l'Ouest, on a 2 tours qu'on a institués et il n'y a pas toutes ces combines-là auxquelles on assiste ici chez nous. Pour le Cameroun, on est bien malheureux d'aller à une élection dont certains pensent effectivement que les dés sont pipés parce que le système ne le permet pas. C'est-à-dire qu'au niveau de l'unique tour que nous avons, il y a également que l'ECAM, le Conseil constitutionnel, n'est constitué que des militants. Ça s'arrache de la liberté, monsieur. Ça s'arrache. Donc c'est une mission bien titanesque que vous demandez à ceux qui aujourd'hui incarnent les forces de changement au Cameroun, alors qu'ailleurs c'est bien plus facile. Si on avait une élection à 2 tours, cher ami, ce que vous appelez coalition, les opposants doivent se réunir, ça aurait été très très facile. C'est-à-dire que au premier tour, même si le candidat du pouvoir arrive en tête, tous les autres candidats au deuxième tour allaient très facilement le battre, mais ce n'est pas le cas ici chez nous. Donc moi j'en appelle par rapport à cette actualité vraiment que les mentalités puissent changer et c'est ce que nous nous amenons comme message aujourd'hui pour qu'on puisse mettre à plat les dictatures qui se constituent ici, pour le cas du Cameroun tout spécialement, où on a affaire quand même à un pouvoir qui veut s'éterniser. Alors, Faustin Dikam, est-ce que Kabila peut faire comme Poutine, c'est-à-dire s'effacer et revenir plus tard? Je crois que c'est même le dessin qui est en train de se faire. Parce qu'à la réalité, le gars qu'il a choisi d'être de représenter son parti à cette élection présidentielle est l'un des siens. Et c'est l'un de ses affidés. Donc, c'est possible, eu égard au fait qu'il a pris assez de temps quand même pour pouvoir se prononcer. Vous savez qu'il a été presque mis dos au mur pour pouvoir se prononcer. Et de quelle manière? Et lorsque vous voyez ce qui est en train d'arriver à Katumbi, où on signe des mandats d'arrêt internationaux, il est interdit de rentrer au pays, ainsi de suite, on se dit bien que Kabila veut donner d'une main et reprendre de l'autre main. Je crois que c'est ça. Parce que si vous voyez, en dehors de Katumbi, il y a d'autres... on parlait de l'opposition dynastique ici, mais au Congo, c'est la même chose, avec le fils de Tshisekedi, qui est candidat à cette élection aussi. Ça veut dire que dans le parti de son père, il n'y avait que lui pour le représenter après sa mort, et se présenter aussi à une élection présidentielle. Ça veut dire qu'on a affaire à des structures où, lorsque le papa n'est pas là, c'est le fils qui arrive. Vous avez vu ce que Wade a fait au Sénégal, comment il se bat
pour que son fils revienne et prenne le pouvoir au Sénégal. Vous avez vu ce qui se passe avec... C'est la même chose partout. Ces gens... Sauf qu'aujourd'hui, quand même, je crois que Karim est très populaire. Hein, s'il revenait là... Ce n'est pas ça, c'est pas ça le problème. Au moment où Bongo faisait de son fils président de la République, il était aussi... Ali était très populaire au Gabon, hein, même si c'est plus la même chose aujourd'hui. Voilà, il reste... Nous devons sortir de ce schéma. Un nouveau leadership en Afrique. Il nous reste 2 minutes. Vous allez prendre 1 minute. On est capable de construire un nouveau leadership. Juste une proposition qui peut être simple. C'est-à-dire, on ne peut entrevoir l'exemple du Ghana, où on a habitué des gens à asseoir une démocratie ou d'alternance. Celui-ci perd les élections, il va au quartier. Celui-ci, il a fini son mandat, il va au quartier et il termine. Ou alors on fait comme au Rwanda, où peut-être il y a une main forte qui est là, mais on sent chaque jour que les choses changent autour de soi. Je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'il nous vaut. Ça ne nous dépasse pas. Ça nous dépasse simplement parce que ceux qui animent les forces du changement ne sont pas sérieux. S'ils étaient sérieux, cela arriverait. Vous avez terminé. Vous avez donné la parole en dernier. Non, pas du tout. On ne s'attend pas à l'action. On ne pourra pas vous la donner en dernier. La politique n'est pas faite de vœux pieux. Vous savez, la situation des pays en Afrique de l'Ouest est différente de notre contexte politique. Par exemple, il y a eu des dictatures là-bas, mais le tissu social a été conservé. Les syndicats, les associations, qui sont des relais importants. Ce qui n'a pas été le cas après Aïdjo. Aïdjo a détruit le tissu de relais sociaux. Les syndicats sont très faibles dans notre pays. Et les syndicats, les associations sont des relais importants. Première chose. Deuxième chose, rapidement. Vous voyez, ce n'est pas des vœux pieux. Vous savez, pour avoir la liberté. J'en ai pas non. Non, il ne parle pas de vous. Non, pas de toi. Pour avoir sa liberté, on l'arrache. Si aujourd'hui, il faut que des candidats fassent je vais dire le harakiri qui se présente pas pour qu'on arrive à une coalition, c'est ça la bataille pour la liberté. Donc, lorsqu'on dit que, bon, il aurait fallu qu'on ait deux tours, oui, il aurait fallu. Il faut qu'on arrache les deux tours. Tant que ces deux tours ne sont pas arrachés, il faut trouver les moyens de gagner une élection dans ce contexte-là. Et ça, en faisant des sacrifices. Pas en s'agrippant sur des positions de rente, de grands partis, ou bien de anciens grands bâtonniers, etc. Il faut faire le sacrifice que pour le pays, il est important que les gens se mettent ensemble. Voilà. Sam Séverin Ango, le Mali, la RD Congo parle au Cameroun. Tout à fait, ça parle au Cameroun. Et je termine par là en disant que le Cameroun est un peuple de gens qui ont beaucoup trop de talent. Nous avons Daphné, nous avons Richard Bouna, nous avons Petit Pays, nous avons 10 000 footballeurs qui sont très très talentueux. Tout ce beau monde aujourd'hui est coincé, n'arrive pas à bien s'épanouir. Regardez, puisque le sujet d'entrée concernait les anciennes gloires. Quand on paye à Patrick Kluivert et autres, Clarence Seedorf, la bagatelle de 60 millions de francs le mois, parce qu'ils sont arrivés, ils ont fait leur gloire en Hollande. Je ne sais pas si un seul des Camerounais ressortissants qui a fait la même gloire, peut-être au-delà, a pu bénéficier du minimum. Vous savez ce qui est arrivé à Jean-Paul Akono, qui est aujourd'hui totalement atteint par la maladie à cause de ce qui lui était arrivé. On est en sport, donc, on est là en politique. Sur son terrain, on termine là avec sur le terrain politique, tout ça se tient Boubangomna. Je veux même vous parler de la culture. Aujourd'hui, les artistes sont abandonnés. Vous avez commencé par là. C'est pour cela que je dis que pour sortir maintenant. Tout ceci soit remis en ordre, pour que tous ces talents que nous avons et toutes ces compétences, vous savez, moi j'ai pris un avion entre Paris et Douala avec un Camerounais qui est à France Télécom, un certain Bruno Kamdoum. On a 10 000 médecins camerounais d'origine qui sont en Allemagne, en Italie et tout. Tous ces gens ont de la volonté pour travailler dans leur pays. On a même un vice-président de la BAD. De la BAD. Donc, toutes ces personnes-là ont besoin de venir développer le pays, mais le pays est capté par quelques oligarques qui en ont fait leur affaire, et c'est pour ça que nous disons la seule façon de les faire partir, c'est de faire en sorte qu'on passe par la voie spirituelle aujourd'hui, parce qu'ils sont guidés un peu par la franc-maçonnerie, les loges, la Rose-Croix et tout cela. Il va falloir beaucoup de prières pour le Cameroun, pour qu'ils se remettent sur le droit chemin. Voilà, on termine par un hommage en 30 secondes. Je tiens, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup, le générique est derrière, on n'a plus beaucoup de temps. Rendre hommage à Aretha Franklin qui nous a quittés, mais aussi à Kofi Annan. Je pense que nous avons le devoir de leur souhaiter un repos éternel. Merci, cher monsieur. C'est terminé pour aujourd'hui la rediffusion de ce programme. Ce sera lundi quand il sera à 23 h. Moi, je donne rendez-vous dimanche 11 h 30 pour une autre édition de Canal Presse. D'ici à la gardez le sourire. Bien le bonjour.